vous retrouver. Coucou les Martiens, coucou les Martiennes. Et bienvenue dans votre mini-talk du samedi, 18h40 sur C8. On va revenir sur tous les moments forts de la semaine d'avant dans le flashback. On va regarder tous vos commentaires sur les réseaux sociaux avec Cuicui. Si vous avez envie de réagir, n'hésitez vraiment pas, #CLM. Et cette semaine, il y aura un invité mystère. Je vous en dis pas plus, mais je vous jure, vous ne serez pas déçus. Allez, on passe tout de suite au flashback. Méline, est-ce que Laurent Baffy est arrivé? Mesdames et messieurs, Laurent Baffy, s'il vous plaît. Comment ça va? Bien, quoi. Merci d'être là. La semaine dernière, avant Coucou les Martiens, Thierry Ardisson recevait Richard Berry. Et on a fait une découverte folle. Par exemple, que Richard Berry avait une passion secrète. Le sport, non. Le modélisme, non plus. Tu la connais, sa passion secrète, ou pas? Tu te rappelles pas? Regarde. Il y a une star du ménage. J'adore. Ah non, mais il paraît que j'adorais passer l'aspirateur. Ça me fait, ça me console, je veux dire, parce que j'aime pas voir traîner des trucs. C'est comme vous. Voilà. Je suis maniaque. Hein. Donc je le fais moi-même, je demande à personne. On pourrait habiter tous les deux, parce que je suis exactement comme ça. Ça fatiguerait l'aspirateur. Hein. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est pas Richard Berry qui fait le ménage, c'est Thierry. Thierry qui dit, moi aussi, je fais le ménage. Enfin bon, après, je suis pas là pour... Pas sûr qu'il fasse le ménage. Oui. J'ai un dossier sur Thierry. Ah bon? Tu peux... Ok. Magnéto Serge. Nettoyer, balayer, astiquer, casse-la toujours papa, bon manger, parlons-nous, et pour vous, café en chantant. Écoute... C'est pour ça qu'il dit toujours qu'il a 69 balais et des poussières. Par contre, je te jure que Ardisson, s'il fait le ménage comme ça chez lui, ça doit être le bordel. On voit que c'est la première fois. Ah oui, d'accord. Bref, et puis on est remonté dans la carrière de Richard Berry. Vous êtes remonté dans la carrière de Richard Berry. Vous avez reparlé d'un des plus grands rôles de Richard. Le Grand Pardon, non. L'Union Sacrée, non plus. Perdu, la pub Sveltes. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous étonne, Richard Berry, qui mange un Sveltes? Un homme n'aurait pas le droit de manger un Sveltes, et pourquoi? C'est frais, onctueux, plein de fruits. Vous me croyez pas? Goûtez-le. Voilà, donc ça c'était une époque que tu n'as pas connue. C'était les années Provoque. En plus, il l'a fait bénévolement, on peut le saluer. Ah ouais, puis c'est vachement assagi, 2 années de heureusement. suite, bénévolement. Mais c'est dingue, parce que moi, chaque fois que je mange un yaourt, je pense à vous. Ça va? Non, mais c'est vrai, vous avez marqué l'histoire du yaourt en France. Et on sent l'influence de la comédie française, là. Ah bah oui. Mais, sérieusement, Richard, est-ce que vous pensez que ça aurait eu le même impact avec de la compote? Ça, c'est une vraie question de fond, bravo. D'habitude, c'est les femmes qui faisaient ces pubs. Et vous avez beaucoup fait avancer la cause de l'égalité homme-femme. Voilà. C'est un pavé dans la mare du machisme. Non, mais attends, le mieux, c'est quand il a fait la pub pour les tampons. Où là, vraiment... Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez été court. Vous avez été léger. On n'a pas fait trop long. Non. Et puis on sentait qu'il aimait parler de ça. Non, mais c'est... Donc... T'as fait une pub, Laurent, ou J'ai pas? fait une pub pour Numéricable. C'est pas vrai? Ouais, si. Bonjour, je suis votre nouveau voisin. Monsieur Baffy. Elle marche votre télé, là? Oui. Oh, ça déchire. Pourquoi j'ai pas ça, moi? En plus, j'ai la même télé. Je sais pas, nous, on a Numéricable. Ah bah oui, forcément, ça, c'est de la HD. Regarde les détails, la qualité des trucs, t'as vu, hein? Regarde la fourmi. Ah, c'est un mâle. Oh, pardon. Excusez-moi. Quelle heure, moi, chez vous? Pas mal. Mais ça, c'est les pubs marrantes. Non, moi, on m'a proposé une pub à l'époque où je m'étais couvert de crédit pour acheter ma baraque. Ouais. Et on me propose une pub sur 3 ans pour la lessive qui anti-bouloche, là. Et je te jure que sur les 3 ans, c'était pratiquement le prix de ma baraque. Et là, je rentre, je dis à ma femme, tu te rends compte? Alors, on en a un peu parlé à la maison. Et j'ai pas assumé que pendant 3 ans, on me tape sur l'épaule pour dire, alors, ton pull, il bouloche, connard. Ah ouais. T'as déjà vu la pub qu'avait fait Thierry Ardisson ou pas? Jamais. Jamais? Non. Il a fait une pub dans sa vie. Regarde. En voiture. Et c'est parti pour un tour. Roulez jeunesse. On s'amuse, on s'amuse.
On ne joue pas avec la vie. Il n'y a pas un truc qui te choque? Il n'a pas le permis, Thierry. Il n'a pas le permis de conduire, d'où le fait qu'il a été redoublé. Par Mr Bean. Exactement. Tout ce que vous avez dit de gentil, de méchant, de trop mignon ou d'un peu enculé sur l'émission, c'est cuit. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. On va revenir sur les tweets. Par exemple, ce tweet de HK Pereira qui dit « Bafi, tu as volé les lunettes de Mathieu Delormeau. » C'était la semaine dernière. Tu avais ces lunettes-là. C'est pas à Mathieu Delormeau que tu les as volées, j'ai retrouvé. Elles étaient à Cyril Hanouna, en réalité. Sinon, il y avait une autre option. On se prête pas mal de fringues, Cyril et moi. La gourmette aussi, tu l'as? Ouais, et le string léopard. Non, sinon, j'avais Jean-Luc Mélenchon, mais là, c'est les dents qui sont jaunes, c'est pas les lunettes. Donc, ça n'a rien à voir. Et puis, un autre tweet, un tweet de Nico24 qui dit « Waouh, la punchline de Julie. » Julie, c'était la gilet jaune. La semaine dernière, tu t'en souviens? Vaguement. On la regarde pour ceux qui ont loupé ce grand moment de répartie et de télévision. Et le but, c'est de faire payer plus, travailler plus. Mais c'est pas le but. Hein. Moi, ma mère, elle a 65 ans, elle travaille encore et elle gagne 700 balles par mois. Donc c'est pas théorique pour moi. Votre mère, elle travaille et elle gagne 500 balles par mois. Ouais. Et vous n'êtes pas gilet jaune? Mais... Très sympa, cette fille. Elle était très sympathique. Merci beaucoup, Lolo. On te retrouve tout à l'heure avec Thierry. Merci beaucoup. Je prends avec ma bouteille. Oui, il n'y a pas de souci. On va continuer ce coucou les Martiens. Méline, il est arrivé l'invité? Mesdames et messieurs, faites du bruit pour monsieur Laurent Baffy. Ça va? Tu es bien, toi? Merci, Laurent. Alors là, c'est pour la promo que tu viens, c'est pas le pour ma comique. pièce, ouais. C'est pour le dramaturge, c'est la pièce qui s'appelle La très jolie trilogie de Laurent Baffy. Au Théâtre du Splendide. Théâtre du Splendide jusqu'à la fin d'année. Voilà. Faut se dépêcher à très 21h, vite. et c'est très très drôle. Ouais. Et voilà, c'est une pièce, c'est 3 pièces en un acte. Alors j'ai les titres des 3 petites pièces. Est-ce qu'on peut les dire en télé? Je sais pas. Oui, je pense, oui. Ce sont comme des tragédies grecques, quoi. Alors, les titres. Première pièce, Ma sœur est une pute. La deuxième pièce... Tu le dis mal. Pardon. C'est Ma sœur est une pute. C'est une tragédie, c'est pas une pute, tu vois. Deuxième pièce. Ma femme a une grosse bite. Et troisième pièce. J'ai baisé ma mère. Ce n'est pas une autobiographie, hein, c'est une tragédie grecque. Hein. J'embrasse ma maman. On embrasse Ginette. Voilà. Elle nous regarde ou pas Toujours, toujours. toujours. On lui fait un gros bisou. Voilà. Je t'aime, maman, je t'aime. J'ai regardé un peu ce qu'on dit toi sur les réseaux sociaux, Laurent. Oui. J'ai tapé Laurent Baffy sur Twitter et ressorti par exemple ce premier tweet. Alors tu connais l'expression pleurer de rire? Oui. Tu connais l'expression mourir de rire? J'en ai découvert une nouvelle. Laurent Baffy, il m'encule de rire ce con. Alors, je découvre comme elle est pas mal. Je découvre cette façon de faire rire. Un petit tweet de Guillaume Tessé qui t'a mixé avec Marianne James. Mais il est tellement bon, lui. Il a un talent mais fou. c'est des œuvres d'art, ce qu'il fait. J'ai retrouvé ce tweet aussi qui dit « C'est moi où Jean-Paul de Jeune ressemble à Laurent Baffy vieux ». Un autre tweet qui dit « C'est moi où Laurent Baffy jeune avait un air de famille avec Stéphane Plaza ». Alors ça, c'est une photo que tu avais postée. Moi, je suis pas convaincu. Alors ça, c'était ma première... Parce qu'au début, quand j'ai commencé à être connu, on me demandait des photos dédicacées. Oui. Et ça m'énervait, je trouvais ça ridicule. Et j'ai dit, jamais je ne ferai de photos dédicacées. Et après, mes parents m'ont dit, mais c'est pas tellement gentil pour les gens qui t'aiment bien. Ah, tu dois en faire. Donc ça m'avait influencé. Et j'ai fait... C'était ma première photo dédicacée. Et la première, je l'ai signée à mes parents. Et j'ai mis pour mes parents amicalement Laurent Baffy. Mesdames et messieurs, Laurent Baffy. Foncez voir la très jolie trilogie de Laurent Baffy. 21h, au Stade du Splendide. Du mardi au samedi. Venez, on va rigoler. Le samedi. Thierry Ardisson arrive dans quelques instants avec Marine Le Pen, Olivier Marchal, Corinne et Jeff Panaclock. Camoulox, bonne soirée. Salut les Canals Samedi, avec nous ce soir. Il y a un an, on la disait finie. Aujourd'hui, elle revient au top avec la révolution des Gilets jaunes, Marine Le Pen. Le schizophrène le plus célèbre de France est avec nous ce soir. Jeff Panaclock, 22, v'là les flics.
le premier keuf de France, est ici pour sa nouvelle série, Olivier Lansal. T-shirt à paillettes et boule à facettes, la reine du néo-disco à le loup, Coco, Corinne. Et aussi la battle, les moix d'or et les infos de Viso. Et comme chaque année, mesdames, messieurs, n'oubliez pas le sac à sapin d'handicap international, 5 € et vous faites une bonne action. Voilà. Et tout de suite, j'accueille Yann Moix. Ça va, Yann? Alors, vous décernerez tout à l'heure les moix d'or de la semaine. Le thème, c'est quoi? Les losers. Ah ouais, bah, très bien. Il y en a un paquet. Mais d'abord, c'est l'heure de la battle. Battle de ce soir, quelle révolution vivons-nous avec Daniel Obono, Jean Sévillia, Fabrice d'Almeida et Éric Brunet. Daniel Obono, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise de la 17e circonscription de Paris. Bienvenue parmi nous, Daniel. Jean Sévillia, bonsoir. Vous êtes historien et vous publiez Les vérités cachées de la guerre d'Algérie chez Fayard. Un excellent livre. Bienvenue parmi nous. Fabrice d'Almeida, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien également. On vous retrouve sur Europe 1 tous les matins pour votre chronique C'est historique. Bienvenue parmi nous. Merci. Éric Brunet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste, donc on vous retrouve sur BFM TV, sur RMC, pour Radio Brunet. Tous les jours à midi, ça marche très bien. Hein. Ça marche. Bienvenue parmi nous. Mais d'abord, l'édito de Blacko Magnéto, Serge. Quelle place les Gilets jaunes tiendront-ils dans nos livres d'histoire? C'est encore trop tôt pour le dire, du coup, les leaders politiques établissent volontiers des parallèles avec l'histoire de France pour interpréter le mouvement comme ça les arrange. Par exemple, pour le ministre de l'Intérieur, les Gilets jaunes, ça sent le retour des années 30. Les séditieux ont répondu à l'appel, notamment de Marine Le Pen, et veulent s'en prendre aux institutions, comme ils veulent s'en prendre aux parlementaires. Castaner fait allusion au 6 février 34, quand des ligues d'extrême droite ont voulu s'emparer de l'Assemblée. Des renforts de police et même des troupes défilent dans les rues. Les abords de la Chambre sont gardés. Vers la fin de l'après-midi, les premières bagarres éclatent place de la Concorde. 2 heures plus tard, au même endroit, l'ordre est donné de tirer sur la foule. Bilan, une dizaine de morts, des centaines de blessés. Le lendemain, ces en-têtes de journaux montrent que les manifestants avaient obéi au même mot d'ordre provenant des partis les plus opposés. Faut-il en déduire que le gouvernement prend les Gilets jaunes pour des ennemis de la République? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous, ici, vous vous opposez à la République? Est-ce que vous êtes des anti-républicains? Est-ce que vous êtes des factieux, des putschistes? Marine Le Pen est de l'autre côté de la barricade. Cette semaine, au détour d'une phrase, elle a donc évoqué un autre événement historique. Si Emmanuel Macron ne voulait pas être le premier président depuis un demi-siècle à faire tirer sur les Français. Stop, pas besoin d'en dire plus. Elle fait référence à la semaine des barricades. En 1960 à Alger, De Gaulle a fait tirer sur les partisans de l'Algérie française qui avaient pris les armes. Détail de l'histoire, à l'époque, Jean-Marie Le Pen a passé 2 jours en prison parce qu'il soutenait l'insurrection. Alors, est-ce que sa fille a l'intention de l'imiter? En tout cas, Castaner et Le Pen sont d'accord sur une chose. La crise des Gilets jaunes a un parfum de guerre civile. Les barricades dans Paris, les pavés jetés sur les CRS, ça rappelle 68. À Paris, ce fut une nuit de fureur. Les provocateurs allaient la nuit durant saccager la place et le boulevard Saint-Michel. Sauf que les Gilets jaunes sont bien plus radicaux. Jamais en 68, jamais quelqu'un aurait menacé de mort quelqu'un qui voulait discuter. Chez les Gilets jaunes, on menace volontiers de couper les têtes qui dépassent. Alors, est-ce le début d'une révolution comme en 1789? Pour la révolution! Le souverain va-t-il quitter son trône, comme en 1830 ou en 1848? Ou la répression sera-t-elle aussi sanglante que celle de la Commune, en 1871? Bref, c'est la question. Quel genre de révolution sommes-nous en train de vivre?
Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alors, ce que je veux dire à nos amis téléspectateurs, c'est que cette émission est enregistrée jeudi après-midi, avant ce qui a pu se passer samedi. On espère qu'il ne s'est rien passé de grave. Alors, sommes-nous en 1789, en 1830, en 1871 ou en 1968? On va en parler ensemble. Alors, on va commencer avec 1789. La France rurale mobilisée contre les taxes et la vie chère, c'est le pic de la Révolution française. Macron, c'est Marie-Antoinette. Les gilets jaunes, ce sont les sans-culottes. Et l'Arc de Triomphe, c'est la Bastille. L'objectif, c'est l'abolition des privilèges. Voilà. Alors, Éric Brunet, vous dites qu'en fait, c'est plutôt une révolution bolchevique. Au début, c'est une révolution fiscale, comme souvent en France. Moi j'ai un exemple qui est un peu plus lointain, Moyen-Âge, 1350. Étienne Marcel, c'est le chef des marchands, le prévôt des marchands. Les marchands parisiens sont trop taxés. Il va mener une vraie révolte fiscale contre les Valois. Et ça va très mal finir puisqu'il va être assassiné. Dans le métro. Voilà. Et c'est vrai que c'est le point de départ de beaucoup de révolutions comme celle de 1789, la question du pouvoir d'achat. La taille et la gabelle. La taille et la gabelle et la fiscalité. Le truc, c'est qu'un peu comme en 1789, ça finit là maintenant par la terreur. Moi, j'ai regardé, j'ai reçu 2-3... Le programme, enfin, il n'y a pas de programme, mais les Gilets jaunes ont essayé de travailler sur des points de revendication programmatiques, qui sont des beaux programmes, mais qui sont très proches du champ revendicatif de Mélenchon, ou de celui du Parti communiste, ou même du Parti communiste français, époque Georges Marchais, années 80-90. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce mouvement plutôt droitier anti-fiscalité, on est devenu typiquement dans un mouvement de gauche. Alors oui, l'analogie avec la Révolution est intéressante, parce qu'il y a le même continuum. Alors Daniel Obono, diriez-vous, comme Thomas Guénolé, les violents ne sont pas des casseurs, ce sont des insurgés. Ce qu'ils font, c'est une action politique, ce n'est pas du vandalisme. C'est ce que montrent les comparutions aux tribunaux en ce moment même, où on voit que ce sont des citoyens et citoyennes qui étaient venus protester et qui ont été radicalisés par les extrémistes de la finance que sont Macron et son gouvernement. Donc ça, c'est les faits. Ah oui, après, vous parliez de 1789. C'est drôle que pour vous, ce soit une révolution fiscale de droite qui ensuite est devenue de gauche. Je pense que déjà en 1789, il y avait plein de choses. Et c'est surtout une révolution contre un pouvoir autoritaire. Hein. Et cette révolution-là, avec tout ce qu'elle a porté, elle a quand même porté la République. Moi, il y a un truc, c'est que d'abord, ça fait des années qu'on nous dit qu'il n'y a plus de marché révolutionnaire. Et on nous dit avec le djihadisme. Donc, d'une certaine manière, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas que ça, et qu'il y ait d'autres formes de révolte qui émergent. Donc ça, c'est un point. Ensuite, la grosse différence, c'est 89, c'est pratiquement, j'allais dire, 2 siècles d'efforts intellectuels, de choix pour essayer d'améliorer le fonctionnement de la société qui aboutissent à ça. C'est-à-dire, on veut renverser un ordre dans lequel on partait du monopole. Le roi avait le monopole de tout. Et en gros, on lui dit, faudrait peut-être changer et mettre en place des libertés et ensuite un contrôle. C'est ce qu'on a fait. Donc, indépendamment des questions de République, il y avait vraiment un changement complet de système économique, de système philosophique. Est-ce qu'on n'est pas là-dedans? du tout. Si. Non. On a un système aujourd'hui qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'État prélève des milliards d'impôts. Est-ce que tu vois l'alternative? Thierry, est-ce que tu vois... Parce qu'en 1789, il y a l'alternative. Il y a l'alternative, par exemple, en disant on ouvre les marchés librement. Aujourd'hui, ce débat-là, je suis pas sûr que... Voilà, et il n'y a pas... On va fermer tous les marchés. Ce que vous dites, Fabrice Dalméda, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un 1789 sans idéal. Exactement. C'est pour ça que je ne crois pas qu'on est dans une révolution. Je crois qu'il y a un distinguo à faire entre une révolution où on veut changer les institutions, on veut changer tout, et puis une révolte où on veut qu'à l'intérieur de ce système, les gens voudraient modifier quelque chose, voilà, et éventuellement se débarrasser d'un certain nombre de personnes. Jean Sévilla, on est en 89 ou pas?
En 89, dans la mesure où il y a une contestation multiple sur tout un tas de sujets, la fiscalité, le manque de travail, etc., etc. En même temps, ce qui fait la différence entre une jacquerie et une révolution, c'est le moment où ça bascule, où l'État n'est considéré comme plus légitime. Contrairement à ce qui s'est dit il y a quelques secondes, en 1789, Louis XVI n'est pas considéré comme légitime et la monarchie n'est pas considérée comme légitime. Ce qui va faire péter le système, c'est la capacité, et la révolution en est le fruit, bien entendu, c'est la capacité de la monarchie à faire accéder un certain nombre de réformes qui étaient attendues. Voilà. Ça aurait pu se passer pacifiquement, ça ne s'est pas passé, parce que ça s'est coincé, le système est coincé. Donc, est-ce qu'on est en 89 ou est-ce que ça va déboucher sur 93 ? Je n'en sais rien. Est-ce que si Louis XVI, en 92, lors de la prise des Tuileries, avait fait tirer sur la foule, il aurait gardé le pouvoir? C'est déjà très tard. Hein. C'est les réformes, il les a ratées en 86, 87, c'était avant. Je veux dire, le mouvement de 89 et la... Donc Louis XVI a raté des réformes, il s'est retrouvé devant une situation à laquelle il ne pouvait plus rien. Oui, mais paradoxalement, beaucoup des réformes tout à fait légitimes de la Révolution française avaient été conçues par les ministres de Louis XV et n'ont pas pu aboutir, ou de Louis XVI même, et n'ont pas pu aboutir du fait d'un blocage du système. Yann. Il y a au moins 3 éléments qui font qu'on ne peut pas comparer aujourd'hui à la Révolution de 1789, je précise, parce que je ne la confonds pas avec 1792, 1793. La première, c'est qu'en 1789, les Français aiment le roi. Oui. Robespierre est tout à fait légitimiste, il n'a rien contre Louis XVI. Il y a une exaspération face aux privilèges et à l'aristocratie. Mais la personne du roi est respectée. Mais la deuxième chose, c'est qu'en 1789, il y a une société de remplacement qui est possible. On rêve d'une société qui n'a pas encore eu lieu. Aujourd'hui, quelle est la société de remplacement? On est bloqué, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place de ce qu'on a là? On ne sait pas. Et la troisième chose, c'est qu'en 1789, contrairement ensuite à 1793, c'est l'élite qui fait la Révolution française. Ce sont des notables. La bourgeoisie. C'est la bourgeoisie. C'est Mirabeau et consorts. L'abolition des privilèges, c'est Mirabeau. Ah oui. C'est donc aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une haine de l'élite qu'on voit dans la rue. Je parle bien de 1789. C'est encore l'élite qui propose de faire la révolution. Enfin, je suis pas d'accord sur l'idée qu'il n'y aurait pas d'idéaux et que aujourd'hui. Dans le mot révolution, il y avait quand même mentalement passé de la monarchie à la République. Ça s'appelle une révolution. Non, mais passer de la 5e République à la 6e République évasive de Jean-Luc Mélenchon. Excusez-moi, y compris entre 89 et les républiques qui arrivent, ce sont des débats d'idées. C'est la révolution la révolte qui devient révolution, et la révolution qui, dans sa dynamique, fait émerger des idées, et il y a des idées concurrentes. Aujourd'hui, il y a plein. Si, ça s'appelle un processus historique. Pas de révolution dans ce que vous dites. Mais tout n'est pas décidé d'avance, et c'est dans le mouvement que les gens, tout d'un coup, ils se rendent compte de ce qu'ils sont capables de faire. Enfin, Daniel, il n'y a pas Rousseau aujourd'hui, il n'y a pas Voltaire aujourd'hui, il n'y a pas Montesquieu aujourd'hui. Parce que vous avez une vision par en haut des grands hommes. Aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, ce sont des milliers de personnes, de gens qui sont peut-être pas de grands lettrés, etc., mais qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, qui comprennent très bien, d'ailleurs, qui comprennent qu'on les prend un peu beaucoup pour des cons et des connes, et qui portent des revendications. Alors, sommes-nous en 1830? Alors, en 1830, il y a les Trois Glorieuses. Charles X, donc complètement hors sol, espèce de Macron. Super réac. Bigot, qui n'a rien compris à la Révolution, qui est revenu après des années d'exil, qui se retrouve après la mort de Louis XVIII à la tête de la France, qui gouverne par ordonnance. Alors, Macron aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, Charles X, il est préféré partir. Macron, il partira pas. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va essayer de faire ce qu'ont fait à peu près tous les pouvoirs sous la Ve République dans cette situation. Après avoir essayé de réprimer ce qui n'a pas marché, ils vont essayer d'attendre un petit peu que ça pourrisse et que ça durcisse le mouvement autour de gens avec qui ils puissent discuter et éventuellement, à ce moment-là, essayer par ce canal de faire passer un message qui leur corresponde. Et il va viser les fêtes avec l'espoir que le 24 décembre, il n'y aura pas trop de monde dans la rue. Le quinquennat est fini? Une partie, oui. Une partie. Diane. Alors déjà par rapport à 1830, bizarrement, il y a un petit parallèle qu'on peut faire avec Charles X, parce que Charles X était obligé de partir parce qu'il s'est arc-bouté. Oui. Il n'a pas voulu écouter. Oui. La différence, en revanche, c'est qu'en 1830, la province et Paris étaient extrêmement scindés et que c'est une révolution qui a été volée par le pouvoir lui-même parce que les orléanistes ont vu un moyen de s'engouffrer. Louis-Philippe. Quand on dit le peuple s'est choisi un roi en 1830, c'est un peu exagéré parce que la Chambre de l'époque a permis de le faire, mais enfin, le peuple s'est fait voler sa révolution. Ouais. Cela dit, Thierry, c'est quand même difficile d'imaginer qu'après 1 an et demi de gouvernance, un mouvement aussi puissant et fort soit-il conduise
conduisent en gros le président de la République à se tirer. Parce qu'on peut aussi dire qu'il y a eu des grèves au moment de la SNCF. Si elles avaient été un tantinet plus fortes, ce mouvement de grève, eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, déjà, Macron aurait dû peut-être dissoudre. Non, moi je suis un légaliste. On ne peut pas dire quand il y a un mouvement de rue, il est fort. Un mouvement de rue, enfin de territoire, de campagne, de vous voulez. Un mouvement social, comme les Gilets jaunes. Il faut l'entendre, il faut l'écouter, il faut comprendre, il faut ajuster les politiques publiques, bien sûr. Bah, on ne peut pas dire... Macron doit se tirer. Il y a une différence radicale quand même par rapport à toutes ces révolutions et 1830 en particulier. Aujourd'hui, les gens peuvent s'exprimer. 1830, il y a des ordonnances qui sont prises pour censurer la presse, pour fermer des journaux. Donc il y a ce climat qui est quand même très différent. Aujourd'hui, ils peuvent parler, donc justement, ils s'en privent pas. La différence fondamentale, c'est que 1830, c'est un roi ultra réac, alors que le 19e siècle est une harmonie dans l'Europe entière, et lui, il est à contre-temps. Pardon, Macron est peut-être d'une certaine façon en contre-temps de l'Europe, mais Macron, c'est un moderne. Voilà, c'est un moderne. Daniel va pas être d'accord avec moi, mais c'est plutôt un réformateur moderne, genre Louis-Philippe ou Napoléon III. Voilà. Alors maintenant, on passe à 1871, donc violence, dégradation, incendie, notamment du palais des Tuileries. Sommes-nous à la veille d'une nouvelle commune? Il faut se souvenir ce qu'était la commune de Paris, hein. C'est-à-dire que les mecs brûlaient tout. Les Tuileries, la Cour des comptes, l'hôtel de ville. L'hôtel de ville. 250 monuments parisiens. Non, mais ça, c'est les Versaillais qui parlent. Excusez-moi. Non, c'est pas les Versaillais, ce sont des faits. Ça, c'est les faits. Attends, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Non, excusez-moi. Les faits, c'est le peuple de Paris qui défend la capitale parce que c'est la guerre, c'est la fin de la guerre. Donc, ils prennent les canons pour défendre la capitale. Premièrement, les faits, c'est que pendant la commune, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils abrogent le prix des loyers. Parce que ce qui fait la commune et le souverainement de Paris, c'est les loyers qui coûtent super cher. C'est les rationnements, la guerre. Et ce qu'ils mettent en place, c'est justement un processus où ils font voter, par exemple, les étrangers, où ils baissent le prix des loyers, etc. Donc, c'est ça. Et ce qui se passe ensuite, c'est la répression. C'est les vôtres, les Versaillais, qui s'enfuient et répriment. Daniel, attends, mais je vais vous raconter une histoire. Monsieur Mélenchon, que vous connaissez bien, devait venir dans une de mes émissions. Et il a dit, je n'irai pas dans l'émission de Thierry Ardisson, parce que dans un de ses livres, qui s'appelle Les fantômes des Tuileries, il a osé dire que c'était les communards qui avaient brûlé les Tuileries. Dites-moi que ce n'est pas les communards qui ont brûlé les Tuileries. Est-ce que c'est les communards qui ont brûlé les Tuileries? Bien sûr. Oui, ce sont les communards qui ont brûlé les Tuileries qui ont essayé de brûler. Est-ce que ce sont les Versaillais qui ont massacré pendant des... problème. Oui, Daniel, oui. Et qu'est-ce qui se passait pendant la commune? Et pourquoi est-ce qu'on les a massacrés? Parce qu'ils voulaient l'égalité, ils voulaient du pain, et voilà. Alors, est-ce qu'on est en 1871? Est-ce qu'on est à la veille des mêmes exactions? La grande différence avec 1871, c'est que 1871, c'est un mouvement parisien. La commune est un mouvement parisien. Il y a eu une petite réplique. Et là, c'est l'inverse aujourd'hui. Mais la province était, à l'époque, tout à fait conservatrice. Là, le mouvement est parti de la province. La commune, on sort de 20-30 ans de Napoléon III, qui a modernisé la France. Qui a fait un très bon travail. Et qui a fait un travail extraordinaire. Et malgré ça, il y a un mécontentement populaire énorme, du moins dans les zones urbaines. De la même façon, on est aujourd'hui la 5e ou 6e puissance du monde, on est le pays le plus redistributif du monde. On est le pays le plus redistributif du monde, c'est pas rien ça. Bon, et pourtant, non, je parle pas des dividendes, je parle des 47%, mais pas de polémique, des 47% des Français qui paient l'impôt sur le revenu et qui aident les autres. Ça, c'est quand même un acte de générosité fiscale qui est unique au monde. Bon, ça, c'est fort. Et malgré ça, il y a des gens malheureux. Et malgré ça, il y a des gens qui disent « je souffre, je ne peux pas bouffer ». Mais c'est mal géré, c'est mal géré. Et les gens autour de nous disent quoi? La France, le pays le plus fiscalisé du monde, ils ont des gilets jaunes, alors que nous, on n'en a pas, on n'en a nulle part. Il n'y a pas de gilets jaunes dans les rues. C'est mal géré, voilà. On est d'accord. Alors, pour finir, je voudrais lire un texte de Yann Moix, un texte prémonitoire qu'il a écrit dans Marianne en 2017. Méfiez-vous, monsieur le président, de la France en colère, celle de 1793 ou de 1871. Elle n'est pas légaliste, elle est haineuse, elle prône l'égalité au bout d'une pique, elle n'aime pas perdre la face, elle n'est pas le peuple, elle est la foule. Cette France, monsieur le président, ne vous fera aucun cadeau. Bravo. 2017. Une semaine après l'élection de Macron. Voilà, merci Jean-Pierre Viard. Merci Eric Brunet. Merci Daniel Obono. Merci Fabrice. Toi, tu restes là parce que maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal. C'est l'heure des mois d'or.
Alors, Yann, va, c'est ça quoi le thème de ce soir? Les losers. Ah ben voilà. Et vous commencez par qui? Nicolas Dupont-Aignan. Bah oui. Alors, Nicolas Dupont-Aignan a une particularité. Il a accusé le ministre de l'Intérieur, Castaner, d'avoir commandité, organisé les mouvements sociaux des Gilets jaunes. Et il pense que Castaner a commandité la casse qu'il y a eu sur les Champs-Élysées notamment. J'aime beaucoup, moi, Nicolas Dupont-Aignan. Ah bon? Si un jour sa biographie sortait, ça pourrait s'appeler, par exemple, Oui, oui à Colombey. Parce que ça fait partie des gens qui adorent le général de Gaulle sans en être à la hauteur. Mais comme il a un petit côté maréchaliste aussi, il pourrait aussi intituler ses mémoires « Général, nous voilà ». Ouais. Ça serait une sorte de panachage entre son amitié pour de Gaulle et puis parfois sa lexicographie un peu pétainiste. Mais je pense que d'autres ne seraient pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Peu importe. Alors, pour la semaine prochaine, Nicolas Dupont-Aignan a annoncé une marche sur l'ambassade d'Israël commanditée par le Mossad, un pillage du château de Fontainebleau orchestré par Stéphane Bern. En tout cas, avec lui, chaque semaine, ce qui est pillé, ruiné, abîmé, démoli, c'est la sépulture du général de Gaulle. C'est pas l'Arc de Triomphe qui est souillé avec Nicolas Dupont-Aignan, mais c'est la Croix de Lorraine, chaque semaine. Alors Goscinny, lui, il le savait très bien, Laurent, il le savait très bien. Le petit Nicolas n'a rien à faire dans la cour des grands. Alors, Élise Fagélès, c'est qui? Alors, Élise Fagélès est une députée En Marche. Et elle est arrivée dans une démission chez Jean-Marc Morandini. Elle n'aurait peut-être pas dû aller. Oh putain. Et elle n'a pas su dire, devant des gilets jaunes, le montant du SMIC. Alors, ne pas savoir le montant du SMIC face à des gilets jaunes, c'est exactement comme ne pas connaître le montant de la valise RTL devant Laurent Ruquier. Ne pas connaître le prix du gramme devant Thierry Ardisson. Ne pas connaître la date de naissance du prophète devant un membre de Daesh. Ne pas connaître le prix d'une Rolex devant Jacques Séguéla. Ne pas connaître la vitesse de la lumière devant au moins un des frères Bogdanov. Bref, c'est dangereux, vous m'aurez compris. Cela dit, j'ai discuté ce matin avec un type qui était en train de nettoyer dans le 8e arrondissement les tags que faisaient les casseurs et les gilets jaunes. Alors, lui, il n'est même pas payé au SMIC, mais il est content parce qu'il est payé au tag, alors il se plaint pas. Alors, Ramadan et Zemmour, qu'est-ce qu'ils font ensemble, Ramadan et Zemmour? Thierry, vous savez qu'ils s'invectivent à longueur de plateau. Bah oui. Il y en a un, c'est le méchant arabe, le méchant musulman, et l'autre, officiellement, c'est le méchant fasciste, le méchant islamophobe. Eh bien, en fait, ça, c'est des invectives publiques, mais en privé, ils s'envoient des messages amoureux. Mes amitiés, je vous embrasse, on a retrouvé ça. Alors, c'est normal en même temps, parce que Tariq Ramadan, c'est le gagne-pain d'Éric Zemmour, et Éric Zemmour, c'est le gagne-pain de Tariq Ramadan. Alors, avec les femmes, Tariq Ramadan, enfin, ça, c'est ce que j'ai lu, hein, peut-être que c'est pas vrai, mais enfin, avec les femmes, il paraîtrait que Tariq Ramadan présente ses respects en public et frappe en privé. Avec Éric Zemmour, Tariq Ramadan frappe en public et présente ses respects en privé. Donc avec lui, avec Tariq Ramadan, il vaut mieux être un homme qui déteste les Arabes qu'une femme qui les aime. Mais j'arrête, mon cher Thierry, de dire du mal de Ramadan et Zemmour, parce que j'ai peur d'être assailli par eux de SMS amoureux. Ouais. Tu ne manqueras pas d'arriver. Et pour finir, alors, Thomas Guénolé. Alors là, c'est mon préféré de la semaine. C'est Mégalouse. Thomas Guénolé, est un politologue de la France Insoumise, a publié un tweet inouï. Je suis obligé de lire, j'en suis désolé. J'en prie. Mais voilà ce qu'il a écrit. J'ai bien regardé, ça concerne les Gilets jaunes, de près. Les violents ne sont pas des casseurs, ce sont des insurgés. On n'approuve ou pas leur méthode. Mais ce qu'ils font, c'est une action politique et non pas du simple vandalisme. Alors, je me suis imaginé Thomas Guénolé en 1914 à Verdun. J'ai bien regardé, de près. Les Allemands ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires. On n'approuve ou pas leur conduite, mais ce qu'ils font, c'est une campagne et non pas simplement une guerre. Je me suis imaginé Thomas Guénolé en 1944 à Auschwitz. J'ai bien regardé, de près. Les nazis ne sont pas des barbares, ce sont des conquérants. On n'approuve ou pas leur manière, mais ce qu'ils font, c'est une proposition et non pas un simple génocide. J'ai imaginé Thomas Guénolé, pour finir, en 2015 à Paris. J'ai bien regardé, de près. Les terroristes ne sont pas des assassins, ce sont des contrevenants. On n'approuve ou pas leur façon, mais ce qu'ils viennent de faire, c'est une démarche œcuménique et pas un simple carnage. Mon cher Thierry, Thomas Guénolé, je l'ai bien regardé, de près. Ce n'est pas un imbécile, c'est un idiot. On n'approuve ou pas ce qu'il dit, mais ce qu'il est, c'est un esprit simple et non pas un simple d'esprit. Voilà, c'était Yann Moix, les Moix d'or. On se retrouve après la pub avec les terriens du samedi. À tout de suite. Go down.
samedi, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Laurent Baffie. Et j'accueille Jeff Panaclock, Olivier Marchal et Corinne. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Alors notre premier invité shopping a les poils orange. Il est sans filtre et pas toujours très bien élevé. Non, ce n'est pas Donald Trump, c'est Jean-Marc. Alors Jean-Marc, fais attention à ce que tu dis parce que là on est à la télé, on n'est pas sur scène, on peut pas tout dire. T'es au courant quand même. J'en ai rien à foutre. Ah ben d'accord, ça commence. C'est son côté gilet jaune un peu. C'est ça. Alors la scène, donc, c'est Jeff Panaclock contre-attaque. Actuellement en tournée dans toute la France, à l'Olympia du 26 décembre au 6 janvier. Donc pour les fêtes de fin d'année, c'est une très très bonne idée, je vous garantis. Bien vendu. Ça va, Jeff? Ça va. T'en as pas marre du singe? Si. Si. Mais bon, c'est comme ça qu'on gagne. Oui, en notre même vie, temps, hein, quand t'es donc, tout seul dans la rue, personne ne te reconnaît. Voilà. Ah oui. Vu ta gueule, c'est normal, hein. En tant que spécialiste des marionnettes, donc de gens qui font dire à peu près n'importe quoi à n'importe qui, tu penses quoi d'Édouard Philippe? Alors moi, j'en pense pas grand-chose. Et les autres non plus, c'est ça le problème. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Olivier Marchal, bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors c'est marrant parce que chaque fois que je vois Olivier Marchal, il a tellement joué de flic que je me demande toujours si j'ai pas une boulette de shit dans la poche. Quoi. Tu comprends le message? Et il a envie d'une fouille anale, tu comprends ça? Alors, Olivier, vous avez une vraie gueule. En préparant cette émission, j'ai cherché une photo de vous, où vous souriez. En regard. On me dit qu'il n'y a pas de photo d'Olivier Marchal. C'est pas bien. Et alors, autre chose, vous êtes coupé les cheveux, là? Oui. Vous êtes tendu, là? Oui, je me suis rasé la boule, oui, j'en avais marre. Et ça me va moins bien, c'est ça? Non. Non, si je m'y retouche, j'ai vraiment une tête de cul. Je l'ai fait Ah pour ouais. un film. Même. Ça y est. Et non, mais j'ai fait pour un film où je faisais un résistant. Et les potes sur le plateau m'appelaient Bernard Blier, quoi. Donc, ouais. Voilà, Ah oui, donc cette chose-là. c'était... Ouais. Ça vous rajeunit. Je me suis mis en ardisson aujourd'hui. Tout le monde est en voilà. ardisson, Ouais, là, c'est vrai, j'espère bien. voilà. Le public aussi est en noir. Alors Corinne, rebonsoir. Vous avez déclaré « Je suis la fille de ta région, la coiffeuse de ton village, l'esthéticienne de ta petite ville de province. Je suis une chanteuse à la choule peroxydée. » Voilà, ça déjà, c'est votre définition. On peut quand même féliciter Elie Semoun, qui est très très fort. On se fait baiser à chaque fois. Hein. Il est très fort. Alors, vous êtes la nouvelle hit girl dont réclamée aussi bien dans les nuits cannoises que dans l'after du défilé Chanel. Vous nous parlerez de votre premier album, Un air de fête, donc. Vous nous parlerez de t-shirts, de paillettes, de boules à facettes et de néo-disco. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche, c'est Shopping. Alors un artiste, c'est aussi un code barre. Alors Olivier Marchal, rebonsoir. Rebonsoir, Olivier Marchal, l'homme qui voulait être acteur quand il était policier et qui fait policier maintenant qu'il est acteur. Alors Olivier, vous êtes ici ce soir pour une série qui cartonne sur France 2, Les Rivières pourpres de Jean-Christophe Granger. Alors dans le roman, le personnage de Pierre Nimance résolvait un meurtre
à Guernan dans les Alpes. Et ici, c'est la suite du roman. Ouais. Il est nommé à la tête de l'Office central des crimes de sang, une unité qui traite les cas qui sortent de l'ordinaire. On est bien d'accord? Et c'est là que vous retrouvez Erika Sainte, qui a été votre meilleure élève, qui est un peu votre fille spirituelle. Et tous les deux, avec Erika Sainte, vous avez formé un duo explosif. Voilà, c'est le pitch de l'affaire. Oui, très bien, Thierry. Après, bon, voilà, on va pas raconter l'intrigue policière. C'est mieux quand tu fermes ta gueule, il me dit. Mais... Je préfère qu'on regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, oui, Serge, voilà. Le glaive et le serpent. Il se passe de drôles de choses chez vous, non? Mission immense, lieutenant Camille Delaunay. Nous sommes de la police judiciaire. Vous dépendez de l'OCSS. C'est quoi exactement? Un nouvel office central, chargé d'épauler les autres services quand les meurtres sortent de l'ordinaire. Je compte sur vous pour apporter votre expertise aux gendarmes. Mais avec délicatesse? Oui, mais la délicatesse, c'est pas une de mes qualités premières. Qu'est-ce que tu fais là? J'appelle mon avocat, non? Non, c'est pas la peine. Tout doit se faire sous mon contrôle. Oui, mais moi, personne ne me contrôle. Vous arrive d'être sympa parfois, Niemos? Je suis content de bosser avec toi, Camille. Parce que je fais des trucs hors procédure? C'est pas comme ça que tu vas trouver un mec, hein. Je suis suspecte. Tout le monde l'est. T'avais raison. Ton affaire, c'est chaud comme le cul du diable. Voilà, donc ça marche très très bien. Il y avait bien Courbe sur France 2, le lundi soir. Vous avez battu Olivier 2 fois de suite TF1 avec cette série. C'est très 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 bien fait, très bien filmé. Ouais. Il y a le réalisateur, excusez-moi, mais il a un nom, comme vous m'avez dit. Il s'éternue, je sais. Un nom qui s'éternue. C'est mon ancien premier assistant, Yvan Fégivert. Voilà, bravo. Qui est bravo. un super mec. Très bien réussi. Et il y a un côté trou détective la première saison, c'est-à-dire des crimes rituels, des crimes sexuels dans des ambiances un peu zarbi, quoi. Ouais, bah ouais, on va dans des communautés, chez les moines, dans un orphelinat un peu spécial. Ouais. Voilà, je pense que c'est ce qui plaît au public. Voilà, c'est un super acteur. Oui, je souris en même temps. Oui, il sourit. Aujourd'hui, il sourit. En fait, la bonne idée, c'était de lui dire au début, vous souriez jamais. Comme ça, il sourit. J'aime bien quand tu souris, moi. Alors, merci, Thierry. Mathieu Kassovitz avait fait un film avec Jean Reno et Vincent Cassel. Ensuite, Olivier Dahan avait fait un film avec Jean Reno et Benoît Magimel. Vous dites que la série n'a rien à voir avec le film, en fait. Mais non, parce que le premier était fidèle au bouquin, le deuxième était plus un film d'action, il y avait beaucoup d'action. Là, on est plus dans le côté anxiogène, voilà, des enquêtes et tout ça. Il y a un truc qui ne me plaisait pas dans les films qui ont été faits, c'est vous dites, dans ces films-là, les flics boivent de la bière en mangeant des sandwichs au saucisson, et c'est un peu daté. Non, c'était un peu le côté guignolesque du premier, avec les flics avec le képi de travers, le sandwich et la bière. Ouais. Non, mais ça m'irrite un peu, mais bon, c'est... Voilà, parce que c'est pas vrai, quoi. Enfin, c'est une image du flic qui pitole. Oui, c'est ça, c'est une image... Ils boivent pas que de la bière, quoi. Voilà, ça, là, j'attendais, j'ai tendu la perche. T'as mis du temps, quand même, à l'attraper, hein, Laurent. Je te laisse finir ta phrase. Je sais que t'as des problèmes d'allocution. Écoutez bien les paroles. Bienvenue à l'hôtel commissariat. Il y a toujours de la place, il y a toujours de la place, il y a toutes sortes de races. À tous les collègues de l'hôtel commissariat. Il y a toujours du strass, il y a toujours du strass sur ta gueule des traces. Ouais, Hôtel Commissariat, reprise d'Hôtel California par Gomez et Dubois. C'est une chanson que je vous recommande. Génial, les paroles sont énormes. Et c'est la vie des flics d'aujourd'hui, très bien racontée. Alors, c'est vrai que, comme tous les flics, vous avez une piètre opinion de la justice et même de la police. Vous avez déclaré, Olivier, moi, je ne fais plus d'illusions. J'ai été flic pour défendre la veuve et l'orphelin. Je suis très vite tombé de l'armoire. Encore plus, lorsque ma propre fille a été victime d'une grave agression, la justice n'a pas fait son boulot et a laissé l'enquête traîner pendant 4 ans. J'ai dit au juge que dorénavant, je réglerai mes affaires moi-même. Voilà. Oui, c'est vrai. Pardon, mais ce qu'il faut dire avant que vous répondiez, votre fille Léa, 24 ans, aujourd'hui, a été agressée par 6 mecs quand elle avait 15 ans. Vous avez été obligé de faire l'enquête vous-même, parce que ça n'avançait pas. J'ai traîné en moto avec elle, pour trouver le mec était un multirécidiviste qui
obtenu que du sursis. En faisant des doigts d'honneur au CRS. Il avait du sursis, le mec, il n'a pas été vraiment condamné. Voilà, donc, non, mais ma fille, elle en souffre encore. Après, elle vit à la campagne. Elle est partie, elle a quitté Paris à cause de ça et tout ça. Oui, elle a redoublé ça à la classe de 4e. Elle a pris 20 kilos. Après, elle les a reperdus depuis, mais ça a été un long parcours pour elle. Voilà, ils l'ont agressée à 7, ils l'ont tabassée. Voilà, tout ça parce que c'était un collège privé de filles qu'ils allaient chez un collègue de riches, soi-disant. Voilà, alors qu'on est dans le 11e, enfin voilà, tout allait bien. Ouais, donc moi je suis devenu fou, quoi. Mais bon, après c'est surtout l'attitude du juge qui a été tellement offensante. Mais pourquoi un mec qui agresse une fille de 15 ans à la sortie d'un collège, pourquoi il prend du sursis? Pourquoi il n'est pas puni? Bah, je ne sais pas, tiens, poser la question. Le procureur général avait réclamé 1 an de prison et 9 000 euros et il a été condamné à 3 mois avec sursis et 500 euros d'amende qu'il n'a toujours pas payé. De toute façon, on s'en fout. C'est pas le problème, quoi. Voilà, regardez Kanta, par exemple. Kanta. Il a fait 3 ans, Kanta. Oui, j'ai fait un petit papier là-dessus. Quand il a fait la une des Inrocks, j'ai trouvé son attitude. Enfin, on va pas rentrer dans des trucs, mais moi, voilà, j'ai été poulet, j'ai vu des agressions de femmes. Moi, ça m'a... C'est un métier qui m'a, on le sait tous, qui m'a un peu vrillé, quoi. Mais quand j'ai fait ce papier sur Instagram, où je lui disais de la mettre en douce, quoi, parce que voilà, ça va, quoi. J'ai quand même eu des réponses de mecs qui affichent Bruce Willis 33, tous les anonymes qui m'ont dit on espère que ta fille va subir le même sort que Marie, etc. Donc on en est là, on est dans une société comme ça, malheureusement. Dans ces cas-là, on se sent un peu seul. Alors, on va terminer sur une note un peu plus gaie. Oui. J'ai appris en préparant cette émission que c'est Michel Larocque il sait tout. Qui vous a convaincu de prendre des cours de théâtre. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Olivier a vécu une très belle histoire d'amour avec Michel Larocque. Très courte. Qui est quand même passé... 20 minutes, quand même. Non, on est resté 8 mois ensemble. Michel Larocque qui est quand même passé de Serpico à Harry Potter. On regarde le coming out. Magnéto, Serge. Elle a gagné l'année dernière, c'est une personne qui m'est très chère parce que, bon, ben voilà, c'est une ex. Mesdames et messieurs, on a eu notre histoire, voilà, c'est terminé, et c'était bizarre de la revoir, là, comme ça, les souvenirs reviennent, et... Enfin bref, mesdames et messieurs, une ovation pour la présidente du jury, également celle qui m'a fait découvrir plein de positions, je connaissais pas avant, Michel Larocque, s'il vous plaît. Je vous remercie le jury pour lui. Par contre, Michel est une ex, moi, contrairement à toi, c'est vraiment une ex à moi. Donc, ça parlera plus tard. Je dois le dire parce que c'est grâce à Michel que je fais ce métier. Voilà, on s'est connus en 85, j'étais flic, elle était actrice. Voilà, on vivait rue dans le 15e arrondissement. Attendez, c'est quoi? On s'en bat les couilles de la cérémonie, bien. Il est menarqué. 25 ans après. On adore Michel. Ça, c'est génial. Non, mais c'est vrai que elle est géniale. Non, mais c'est vraiment grâce à elle. C'est elle qui m'a fait rentrer au conservatoire du 10e, qui m'a fait répéter une scène du Misanthrope. Et j'avais 27 ans, j'étais flic et j'étais à la section antiterroriste. Je l'avais rencontré dans une soirée chez un copain architecte, un copain de boîte de nuit, quoi, qui avait fait une fête. Il était de Nice, elle était de Nice. Et elle, c'était une bombe. Et ouais. Voilà, ça y est. Bonne vanne de Baffy, voilà, bravo. La dernière, on espère. On continue avec Shopping, la promo qui s'affiche. Corinne, rebonsoir. Alors, grâce à vous, toutes les Corinnes de France ont enfin un prénom branché, ce qui n'était pas le cas. Et vous savez qu'avec Éric Zemmour, vous avez toutes vos chances, puisqu'il reprochait à Absatoussi de ne pas s'appeler Corinne. Mais si j'avais su, je me serais appelée Absatou. Oui, ouais, je comprends. Alors vous dites, dans le jargon de ma région, Corinne, ça veut dire cocaïne. En fait, l'idée, je trouvais ça assez provocateur parce qu'à l'époque,
où je n'étais pas née, en fait. Mais apparemment, là, on disait t'es venue avec Corinne, c'était t'es venue avec une substance illicite, avec de la cocaïne. Mais je peux vous dire que c'est vrai. Et Hélène, c'est qui? Si je viens avec Hélène, je viens avec qui? Alors ça, je sais pas. Hélène, c'est l'héroïne. Ah. Moi, je pensais à Hélène et les garçons. Et si je viens avec Herbert? Alors, il faut que je vous dise, je ne suis absolument pas spécialiste en drogue et substances. Ouais, non, pas du tout. Ah bon? On dirait comme ça, j'ai l'air complètement, mais pas du tout. Hélène, c'est l'héros, Herbert, c'est l'herbe. Je vous le dis comme ça, vous le saurez quand vous rencontrerez des journalistes, vous pourrez briller. Alors, Corinne, vous êtes ici ce soir pour votre premier album intitulé Un air de fête. Un disque qui fleure bon. T'aimes pas fleur bon? Ah, c'est magnifique. Fleur bon. On dirait que ça vient de Macron. Voilà, un disque qui fleure bon les années disco, mais aussi la pop francophone des années 80, un peu Rita Mitsuko, Niagara, Lio. Vous êtes un peu là-dedans. Ouais, bah, c'est des belles références. Ah ouais. Il y a aussi un peu de Madonna qui m'a fait beaucoup très peu, rêver. Hein, très peu. Mais vous m'avez dit quand on s'est vu tout à l'heure que vous ne saviez pas qui j'étais. Bon, oui, bah, mais je vais rarement chez le toiletteur, donc je ne se connais pas. Mais il faut que je vous présente le mien, il pourra faire quelque chose pour vous, je pense. Merci. Ça, c'est sûr. Ah bah oui. J'ai déjà fait le nécessaire. Ah bon? Ça sert à rien de lui répondre. Ah oui, c'est vrai, pardon. Bien, bravo. Mais moi, j'aime bien. Bien sûr, bien sûr. Alors, fous-lui dans la gueule direct. Alors vous dites, on se moque aujourd'hui des hits du top 50, mais au fond, on envie un peu secrètement la légèreté d'approche de ces artistes. C'est vrai. En tout cas, dans légèreté, ça ne veut pas dire futilité. Et moi, il y a énormément de second degré, en effet, aussi dans la façon d'écrire les textes. Donc tant mieux, j'espère que les gens le perçoivent. Et voilà. Vous êtes très années 80, vous allez faire la tournée Star 80, non? Non, pas du tout, c'est pas prévu. Donc Corinne, évidemment, l'élément le plus catchy de votre look, ce sont les cheveux. Vous appelez ça une choule peroxydée. Voilà. Ouais, ou le permulé. Le permulé, c'est-à-dire le permulé, c'est un mélange entre permanente et mulet, la fameuse coupe mulet. Ça, c'était parti un peu de Valderrama, tout ça. Enfin bref, il y a des références un peu de joueurs de foot qui me faisaient un peu rire. Faut pas avoir des lentes, hein, parce qu'après, c'est entre Paul Naref et Bonnie Tyler un peu, non? Ouais, exactement. Alors musicalement, c'est excellent. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Maillot une pièce à paillettes, parasol jaune en étendard. Je mate les filles, je mate les mecs. Il y en a un qui pique un phare. Je trempe un doigt, je trempe un pied. Les vagues lentement caressent la fine peau de mes poignets, abîmée par la sécheresse. Il fait chaud, oh, oh, oh. À la cano, oh, oh, oh. Il fait chaud, oh, oh, oh. À Port-Grémaud, oh, oh, oh. Il fait chaud. Extrait de Un air de fête, le premier album de Corinne, qui est notre invité ce soir. Voilà. Ça te plaît, Jean-Marc? Ouais. Quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'on va me glisser un truc chelou dans mon verre. Alors, vous serez à l'Olympia, donc, le 3 octobre 2019. Alors là, vous savez déjà ce que vous allez faire le 3 octobre 2019. Moi, je ne sais même pas ce que je vais faire pour le réveillon. Passe l'année déjà. Ouais, déjà. Alors, les textes, c'est vous? Ouais, les textes, c'est moi. La musique aussi. Après, on compose à 3. Il y a Marc Collin qui a avec fait Marc Nouvelle Vague. Collin. Ouais, super. Exactement. Dorian Fizel aussi. Il y a un côté un peu électro, genre Moroder, un peu, non? Complètement. Moroder. Il y a un côté disco-funk. Un peu comme les boîtes de Miami, quand on voyait les latinos, les gays, les homos. Je suis heureuse que vous donniez ces références, parce qu'en effet, c'est d'ailleurs plus 70s que 80s, même dans le son, dans la musique. Donc c'est en effet plus proche du funk disco que de la disco des années 80 et après. Enfin voilà, complètement, C'est bien, hein? Bah merci. Non, vraiment. Bon, alors, tout a commencé, en fait, quand vous aviez 14 ans. Un matin, vous allez chez le boulanger, Monsieur Georgeon, pour chercher des petits pains au raisin. Et il vous donne ses chouquettes. Et là, c'est le drame. Corinne tombe sur une annonce, troupe de théâtre cherche comédien amateur. Tout a commencé comme ça, en fait. Ouais, complètement. Dans mon village de Rogne, parce que je suis une rognasse, et j'aime à le dire. Ah, il manque un G. Non, rognasse, ça sonne bien. Rognasse. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Non, et donc, oui, je tombe sur cette troupe, l'Atelier du Possible. Voilà.
Et là, je commence à 14 ans et puis jusqu'à 20 ans, on a fait vraiment du théâtre de très tôt et on allait de village en village et c'est comme ça que j'ai commencé la scène. Et à 19 ans, vous montez à Paris et là... non, et là, c'est le drame, pas du tout. Non, dans la journée, vous êtes caissière à la FNAC. Et le soir, vous chantez. C'est incroyable. Je sais tout. Ça, voilà. Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. Comment vous savez ça? Voilà. Ça fait 30 ans qu'on me dit ça et je m'en lasse pas en vérité. Ah, mais c'est génial. Bravo. Et le soir, donc, vous chantez dans des cabarets des chansons de Bourvil et de Reggiani. Vous chantiez quoi de Bourvil? L'eau ferrugineuse? Bourvil, j'ai vraiment une chanson qui est importante pour moi qui s'appelle Ma petite chanson. Allez-y. Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc, ma petite chanson. J'adore, ouais. Qu'est-ce qu'elle n'a, mais qu'est-ce qu'elle n'a plus, ma petite chanson qui ne te plaît plus. Bravo. Vous êtes du Midi, vous aimez Bourvil, c'est déjà 2 points communs. Ouais. Hein. Ouais. Après, j'ai chanté aussi justement du Brassens avec Les filles de joie. Ouais. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole. Et ça se finit comment? C'est là où il était très audacieux. Ça se finit en disant il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût ta mère, que cette putain ne fût ta mère. Cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles. Oh là, bravo! C'est un hommage à tous les fils de pute dont on fait parler. Exactement. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que Corinne n'est pas née tout de suite. Au début de votre carrière, vous chantiez en anglais. Ouais, vous appeliez Dawn, comme vous appelez Aurore. Dawn, ça veut dire Aurore. C'était très Björk, hein? Oui, c'était vraiment inspiré en effet par Björk, par Cat Power, Elysian Field. Ouais. C'était du rock indé. Je pourrais faire comme ça, moi. C'est vrai? Ah ouais. Oui, parce que là, je montre aussi de la lumière. Est-ce que vous prenez toujours un petit coup de rhum avant de chanter, non? Toujours, ouais. Vous voulez un petit coup de rhum, là? Ben là, j'ai déjà un petit peu de champagne. Ah ouais. Et depuis que je me suis transformée en Corinne, le champagne me convient très bien. Ah bah les bulles. On passe au live. On se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. A tout de suite. Bonsoir les Terriens du samedi. Re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Jeff Panaclotte, de Jean-Marc, d'Olivier Marchal, de Corinne
et de Laurent Baffy. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonjour à tous, bonjour Thierry, bien vous. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça a appartenu à Catherine Barma. Non, c'est le jingle, on va pas répondre à ça. Ouais. Ah oui, jingle. Inévitablement cette semaine encore, la page Gilets jaunes. Selon un sondage IFOP, 8 Français sur 10 n'approuvent pas l'action de Macron. Il y a donc encore 2 personnes sur 10 en France qui sont riches, et c'est déjà pas mal. Mais Macron a posé un acte fort cette semaine. Il a demandé à Édouard Philippe de recevoir les chefs des 2 partis et représentants des Gilets jaunes. Alors déjà, c'est pas bien courageux, il n'y est pas allé lui-même. Bientôt, on va apprendre qu'au lycée, Manu avait demandé à Édouard Philippe d'aller dire à la prof de français qu'il trouvait qu'elle était jolie. Mais surtout, quand tu te retrouves à demander l'avis de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon pour calmer un conflit, c'est que t'as passé un cap. De son côté, Anne Hidalgo, oh là 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 là, elle ne veut pas qu'on interdise les manifestations. Bah, tu m'étonnes, voir autant de gens marcher dans Paris, c'était un peu son fantasme. En revanche, on aimerait interdire ceci, parce qu'à Paris, voilà, c'était la semaine dernière, là, la police judiciaire enquête sur un viol au sein des Gilets jaunes. Alors, bon, on a l'image, voilà, visiblement quand même une éjaculation faciale qui a mal tourné. Et... Vous voyez qui sourit? Ça lui rappelle tellement de souvenirs. Passons au reste de la politique. Valérie Pécresse vise la disparition du ticket de métro fin 2021. Alors quel est l'objectif pour 2022? L'épilation totale? On ne sait pas. Il est là, on l'attendait. C'est un peu l'info surprise de la semaine. Dominique Strauss-Kahn crée un club... Voilà, pour réfléchir à l'horizon 2025-2050. Fini Dodo la Saumure, là, c'est Mimi les méninges. Alors cette fois, c'est plus un club échangiste d'idées. Hein, vous voyez, oui, alors, attention, attention. Enfin, en tout cas, il lui a fallu du temps pour revenir. Juste, voilà, le temps de trouver une femme de ménage qui acceptait de venir chez lui. Et maintenant, c'est réglé. Politique internationale. Car oui, maintenant Manuel Valls, c'est de l'international. À Barcelone, il a été hué par une association de travailleuses du sexe. Alors à mon avis, elle lui reproche une forme de concurrence déloyale. Lui aussi a gagné beaucoup sa vie en baisant les gens. Et quand même... Salut les gens d'Evry qui avaient voté pour lui. En Algérie, une grippe aiguë empêche Bouteflika de recevoir le prince héritier saoudien. Donc voilà, en algérien, décès, ça se dit grippe aiguë. Voilà, c'est important de le savoir et ça m'étonne pas tant que Bouteflika ait la grippe puisque ça fait déjà un moment que la démocratie algérienne tousse un peu. Alors c'est là l'émotion. Oui, c'est là l'émotion. Cela dit, il va pas si mal parce qu'on l'a vu mixé au Papagayo il y a 2 jours. Judiciaire. L'affaire Tariq Ramadan, 776 images pornographiques découvertes dans son téléphone. J'en connais un qui n'a pas attendu le paradis pour choisir les 72 vierges. Et plus étrange, on a trouvé autre chose dans son téléphone, ces messages chaleureux avec Éric Zemmour. Là, on a quand même un juif et un arabe qui se font des papouilles. C'est Brokeback Mountain en bande de Gaza. People, l'Élysée refuse de payer les obsèques de Johnny Hallyday. On me dit que Laetitia Hallyday enfile un gilet jaune et a décidé d'allumer le feu. Société. Alors ça, c'est sympathique pour tout le monde. Les surnoms amoureux jouent un rôle essentiel dans une relation. C'est un article de Slate intéressant où on découvre les surnoms les plus courants. Chéri, mon cœur, Bibiche ou encore Papa chez Woody Allen. Bien. Allez, les brèves. Les beaux, c'est celle-là. Et selon un scientifique de la NASA, les extraterrestres pourraient déjà être sur Terre. Moi, perso, je mettrais mon billet sur Jean Lassalle. Ouais, ah bah ouais, à mon avis...
en Suisse. Il vient réclamer, pour vous ça, il vient réclamer sa drogue aux objets perdus après avoir oublié sa valise qui les contenait dans le TGV. Alors évidemment, il s'est fait arrêter, le con, évidemment. Ah non, mais ça, c'est le problème quand t'as pas inventé la poudre, mais que tu veux quand même la consommer. Ah, excellent, rigolo, hein. Et la dernière, à New York, il lui demande sa main, elle lui dit oui, et la bague tombe dans un trou. Alors, c'est pas de chance, parce que normalement, après avoir offert la bague, c'est lui qui... Allez, la culture. Oui, bah, ça va. Pas celle-là. Non, pas celle-là, non. Chaque semaine, je fais découvrir voilà, un musée, une expo, un artiste. Et cette semaine, je vous emmène en Belgique au Grand Tordu, où François Curlet a droit à une exposition jusque mi-mars. François Curlet, qui est un artiste contemporain français qui vit depuis 30 ans, en partie chez nous. Alors, une de ses spécialités, c'est le détournement. Et c'est vrai que quand un Français vient s'installer en Belgique, c'est souvent pour se spécialiser dans le détournement. Alors, regardez-le, alors, on dirait un petit peu Édouard Philippe avec des cheveux, se demandant devant sa glace comment il va faire pour se sortir de tout ce bordel. Mais on va regarder ses œuvres. Alors ça, c'est une télévision en granit qui ferait effectivement une belle pierre tombale pour Michel Drucker. Hein, si un jour il décède, ce qui est peu probable. Autre œuvre, je crois qu'on a enfin retrouvé un passager du vol de la Malaysian Airlines. Il était dans le musée. Donc quand on regarde de plus près, c'est 2 porte-clés, c'est assez mignon. Alors on passe des porte-clés à autre chose. Ceci n'est pas une pipe, non, c'est un taille-crayon. C'est assez rigolo. Donc c'est possible, votre crayon peut donc être taillé par une pipe. Et ça, c'est marrant. C'était pas la plus raffinée du lot. Hein, moi, c'est ma préférée. Oui, j'imagine, je le savais, je l'aurais parié. Ah, c'est la seule que j'ai compris. La suivante, botte plus évidemment, la Moon Boots d'Oscar Pistorius, quand il s'est dit pourquoi pas les jeux d'hiver. François Curlet aime aussi détourner des marques. Alors ici, c'est rigolo, c'est des sabots Nike. Et enfin, voilà l'explication de l'efficacité relative d'Olivier Giroud dans les 16 mètres. Une autre œuvre plus sobre, évidemment. Le seul endroit où l'on trouve plus de casseroles réunies, c'est la page Wikipédia de Nicolas Sarkozy. Alors je sais, certains se disent toujours oui, mais quand c'est de l'art moderne, on se demande parfois si les artistes ont paralysé l'œuvre sur un coin de table. Eh bien parfois c'est pas faux. Voilà, ça c'est une des œuvres, elle est complète, elle est terminée là. Et la dernière c'est un concept, et ça je pense que ça va plaire à tout le monde, il a créé une collection de vêtements gangsta en série limitée, hommage à Balkany. Alors bon, c'est vrai qu'on reconnaît pas bien Patrick et Isabelle sur cette photo, mais c'est des vêtements qui sont fabriqués dans un atelier à Molenbeek, un endroit où on est habitué à croiser des délinquants. Ceci dit, petit conseil, si vous en achetez, parce que c'est assez joli, si vous les mettez seuls en machine, vous risquez le blanchiment d'autres affaires, et ça, c'est pas le but. Donc, allez, au Grand Tordu, voir François Curlet, parce que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Voilà, c'était avec Vizorek. On retrouve ici la semaine prochaine, sur scène, à Paris et dans toute la France. Alors, on continue le shopping. Jeff Panaclock, bonsoir. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir. Laurent, est-ce que tu sais que c'est toi qui as inspiré le personnage de Jean-Marc à Jeff Panaclock? Pas du tout. Quand il était petit, regardez, tout le monde en parle. Et comme il te voyait, hein, il s'est dit, je vais inventer un connard qui dit que des conneries. C'est toi. Merci, oh monsieur. Non. Oh, que c'est... Jean-Marc, dis bonjour à Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour papa. Eh, je t'encule. Ouais. Oh non. Mais ça, j'ai l'habitude. C'est vrai qu'il vit quand même avec une main dans le cul, le pauvre. Un bras. Il y a la montre en plus, hein, ça fait ça à l'intérieur le cou. Hein. Alors, il est malin. Il est quelle heure? Ah, bah ça, je peux pas. J'adore Panaclock. Ah, il fait ma joie parce que il est complètement schizo, ce gars-là. C'est le schizophrène le plus célèbre de France, lui. Alors. Et il est sympa avec toi, Jean? Non. Ah non, je dors dans une valise, alors. Ouais, c'est vrai. Et lui va à l'hôtel, ce connard. Et avec l'argent? Oui. Comment vous faites? Bah, on fait des putes, on frappe des putes, tout ça, la drogue, tout ça. Il n'y a que lui. Moi, je suis toujours dans la valise, voilà. J'écoute. Ah oui.
Je l'aime. Alors attention. Non mais c'est vrai qu'il est malin, Jeff, quand même, parce que il a réussi à faire croire à tout le monde que le salaud misogyne, obsédé, sexuel, méchant, avec tout ce qui bouge, c'était toi. Oui. C'est là où il est fort. Il est fort. Il passe pour un mec sympa, Jeff. Et je suis sympa. Voilà, lui, il est Tout le monde sympa. va découvrir la vérité un jour. Et moi, en fait, avec ma fille, je suis jamais arrivé. Les gens pensent toujours que je suis pire que lui, alors que... Voilà. Et j'ai pas supporté le bras, moi, en revanche. Il y a un truc que Jeff a fait, Jean-Marc, et que je ne ferai jamais, jamais de ma vie, c'est ça, regarde. Ouais. Allez, ça, j'arriverai pas, tu vois. Te mettre dans une boîte pour 45 €, je trouve ça dégueulasse. Moi, avec ma fille, Laurent, est-ce que je t'ai déjà proposé ça? Jamais. On est allés en boîte ensemble. Ouais. Mais c'était aux chandelles. Hey, c'est vrai. Et c'était pas 45 €. Ah, mais grâce à ça, il peut offrir des vacances à sa fille. Eh oui, Rose. Bon, alors, en fait, Jean-Marc, vous vouliez pas du tout finir comme une peluche pour Noël, vous vouliez finir en sextoy. Oui. Oui, et ben... C'est vrai, mais je gratte. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that make me. Let's talk about... Alors, Jeff Panaclock et Jean-Marc... Jean-Marc, je sais pas comment d'ailleurs, Jean-Marc... Jean-Marc. Jean-Marc, voilà, Ouais. Jean-Marc. Hein, Ouais, je suis comme Jennifer. voilà, comme Jennifer, voilà, exactement. Mais tu chantes mieux quand même. Ah, je sais Oui, pas. bah, hein. oui, si. Ah si, je sais en fait. Si, tu sais. Alors, vous êtes ici ce soir tous les deux pour nous annoncer que le spectacle Jeff Panaclock contre-attaque, en tournée dans toute la France, se jouera à l'Olympia du 26 décembre au 6 janvier. Donc, On nettoiera la loge, t'inquiète pas. pendant les fêtes de Noël, c'est un bon spectacle, vraiment. C'est la bonne idée, j'ai déjà vu 2 fois. Le temps de comprendre. Oui. La nouveauté dans ce spectacle, c'est qu'il y a 2 nouveaux personnages. Hein. Il y a Jackie, le régisseur, fan de Johnny, qui a un fils homo. Donc, ce qui permet de parler un peu d'autres sujets que les conneries de Jean-Marc. C'est vrai. Hein, voilà, Ne dis pas que des conneries. Hein. d'élever un peu le débat quand même. Oui, tu c'est vois. vrai, oui, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire quand même? Oui, tout à fait. Hein, bon. Et il y a Nabilouche. Il y a Nabilouche, ta fiancée. Le débat est très élevé là-dessus. Hein. Ouais, sur Nabilouche, oui. Comment ça se passe entre Jean-Marc et Nabilouche? Ah bah, je t'ai pas tout expliqué, ça va être vulgaire après. Ouais, hein. d'accord. Bon, je préfère pas parce qu'il Oui, il est tôt. Bah, il est tôt, les enfants sont toujours là. Hein. Mais alors, Jeff, vous êtes 4 dans votre tête maintenant. Oui, on est plusieurs encore. Et puis j'essaye de penser à moi aussi. Et Ouais, toujours y a toi. personne dans le slip. Non. Allez, on attend que ça pousse. On regarde à quoi ça ressemble. Et voilà, donc Jeff Panaclock et Jean-Marc à l'Olympia. Alors, quand vous êtes tout seul, est-ce que vous parlez à Jean-Marc des fois? Je parle en Jean-Marc. En Jean-Marc? Oui. Mais vous avez toujours ce double dialogue intérieur. Toujours. J'essaye de penser un peu comme lui. J'essaye de savoir ce qu'il peut penser de temps en temps. Et est-ce que c'est vrai que certains soirs, vous le félicitez pour sa performance avant de réaliser que vous êtes en train de devenir fou? Oui, mais je crois que je le suis déjà. Hein. Est-ce que parfois Jean-Marc dit des choses que vous auriez préféré qu'il ne dise pas? Des fois, ça va vite. Ouais, c'est ce qu'elle dit toutes. Ouais. Non, mais oui, des fois, sur scène, dans l'impro, on peut sortir des choses. Allez, arrête-toi là. Ouais, qu'on ne peut pas calculer avant. Jean-Marc, quoi? Quoi? J'ai l'impression qu'il va m'en coller une à chaque fois qu'il me regarde. Il va mettre les menottes. Et c'est un keuf, hein? Ouais. Ah, c'est pour ça. Est-ce que... Il n'y a rien caché à l'intérieur de moi, je te le dis. Hein. Jeff, est-ce que vous vous engueulez quand on n'est pas là? Non. Non, on vous s'engueule engueulez jamais. jamais. Ouais. On s'engueule que sur scène. Ouais. Alors Jean-Marc, quand même, bon, t'as besoin de Jeff, non? Ah oui, toujours. Hein. Parce qu'il paraît qu'un jour, t'as voulu faire une carrière solo Oui. et t'es tombé par terre, c'est vrai? Complètement, je me suis gagné la gueule comme une merde. Comme une merde, bien d'accord. Alors, Jeff a 3 enfants, donc il y a toi,
il y a Jackie, il y a Nabilouche. Maintenant, il y a un quatrième, qui s'appelle Rose, qui est né le 15 février 2018. Est-ce qu'à la naissance, vous n'avez pas eu peur qu'elle ait les cheveux un peu orange et les yeux un peu globuleux? Et là, c'est le cas. Elle ressemble, non? Pas trop, j'espère pas. Le jour où elle vous demandera, papa, c'est quoi ton travail? Vous répondrez, mettre la main dans le cul d'un singe, quand même. Ah oui. Elle l'a déjà vu. Ah ouais. Et ça l'a fait plutôt rire. Ah, ça l'a fait rire. Pour C'est l'instant, l'essentiel. Tu vois, t'es pas tout seul. Voilà. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Arrête de pleurer comme ça devant tout le monde. Parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a relaissé tomber. Vive Jacques Brel. Alors, je voudrais signaler donc, que ce soir sur TF1, l'étrange Noël de Jeff Panaclock, donc avec une pléiade de stars. Je peux même pas dire la liste parce qu'on serait là. C'est incroyable ce casting. Oui. Ah, j'ai jamais vu ça. J'y crois pas moi-même. C'est un des plus gros castings que j'ai vu à la télévision, franchement. Ah ouais, ouais. Il y a Audrey Crespo-Mara. Ah. Donc là, ne serait-ce que pour ça. Thierry, ça t'affole pas qu'on voit pas son bras, là? Alors, je rappelle également, Jeff Panaclock, que vous sortez le volume 2 de votre BD Jeff Panaclock et Jean-Marc partent en vadrouille aux éditions Jungle. Voilà, oui. Tout est fait, tout est dit. Et maintenant, on termine avec, vous l'avez sur le bout de la langue, le blind test. Alors ce soir, en hommage à Corinne, on fait un blind test moumoute. Ah, voilà. Le vainqueur devra célébrer comme un joueur de foot qui marque un but. Hein. C'est le top 7. On va regarder les invités précédents, ce qu'ils ont fait après leur victoire. Magnéto, Serge. Ramzy, on t'aime. Attention, branchez la guitare. Branchez la guitare, entonner des tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Musique. Elton John. Elton John. Ouais. Bravo. Elton John, bravo, bravo Jeff Panaclock. Un point. Attention, musique. Je veux chanter. L'âme. L'âme. Après toi. Ok, d'accord. J'ai pas envie de vraiment me... Ça peut pas. Très belle chanson. De Michel Berger. Non, pardon. De Michel Berger. Michel Berger, mais enfin, très bonne reprise de l'âme, quand même. Très bonne reprise de l'âme, reprise de la tête. Musique. Ah ben oui, bien sûr. Björk. C'est Björk. Voilà, Björk. J'ai été sûr. Tu me niqueras pas. Tu me niqueras pas. Je ferai pas le truc, là. C'était l'époque d'Aune. Ouais, On dirait Mylène Farmer à Tchernobyl, un peu. Bon, je concentre, là. Laurent, aide un peu Marshall. C'est pas vrai. Aide Marshall. Il est pas facile, il sent le vin. Marshall, Moi, ce que j'adore... ne peut pas faire la célébration, Marshall. Alors, une chanson que j'adore, là. Je suis fan de cette chanson. Musique. Fais pas sans Cher. Ouais. Oh là là, mais... Ok, d'accord. Vous avez des réponses avant. Ben oui. J'adore cette chanson. C'est là où on voit qu'elle a pris cher. Hein. Ouais, elle a pris cher, mais je vais te dire, à 70 berges, maman, je peux te dire qu'elle assure. Hein. Franchement, moi, oui, elle était déjà chanteuse quand j'étais tout petit, cher. Tu vois. Oui. C'est comme Lynn Renaud, quoi. Et Bouvard, il était déjà tout petit quand elle était chanteuse. Voilà. Alors voilà, c'est encore lui qui a marqué. Hein. Ouais. Ils sont deux, hein. Ouais, ils sont deux en même temps. deux. Attention, là,
Olivier, tu peux trouver. Ça non, mais je suis nul. Non, mais c'est ton... Je suis en dessous de tout. Laissez marquer un point, Olivier Marchal. Ah, bah non, non. Allez, Laissez, allez, s'il vous plaît. Laissez, allez. Musique. Ah oui, merci. Là, j'avais... Oui, Paul Naref. Musique. C'est lui qui l'a dit en premier. C'est lui. En même temps, c'est facile. On avait dit que c'était un spécial Moumout. Encore erreur de photo, tu as mis Gérard Collomb. Et en régie, soyez précis. Attention. C'est pour toi, Corinne. Okay. Musique. Là, c'est bien. Ah oui. C'est Prince. Qu'est-ce que ça me plaît, ça. Qu'est-ce qui devient, lui? Attention, là, maintenant, c'est le Super Banco. Vous êtes... Ça va tous les deux? Ça fait des années que j'ai envie de rentrer dans la police. Ah, putain. Il est bon, hein. Là, il est bon. Attention, musique. John Travolta. Mais oui. Voilà, oui, c'est lui. Ah, c'est plus fort que toi, tu voulais y aller, hein. Alors, À la violence de la photo. à la violence de la moumoute, oui. Le Super Banco a confirmé la suprématie de Jeff Panaclock, que nous applaudissons. Et maintenant, Jeff, vous allez célébrer votre victoire comme un joueur de foot, comme vous voulez. Allez-y, attention. Ça va, vous n'êtes pas fait mal? On a niqué Ramsey avec ça, non? Ah ouais, à mon avis, je vais niquer Ramsey avec ça. Et voilà, on se retrouve après la pub pour l'Art Review avec Marine Le Pen. À tout de suite. Bonsoir les canards du samedi, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon. 7 milliards de terriens. Et c'est elle que j'ai choisie pour l'Art du View. Ce soir, j'accueille Marine Le Pen. Ça a été l'escalier? C'est toujours un peu périlleux. L'arrivée est quand même plus sympathique qu'il y a 15 ans, tout le monde en parle. C'est pas faux. Où il y avait un silence de mort et on vous recevait comme si vous étiez Goebbels. Voilà. Je suis remise. Avant de passer à l'Art Review, le magnéto de Blacko. 1968, Marion Le Pen naît à Neuilly. Mais dès son enfance, sa mère prend l'habitude de l'appeler Marine à cause de ses yeux bleus. En 72, son père fonde le Front National, dont le trésorier est alors un ancien Waffen-SS. Pas facile d'être une fille Le Pen. À 8 ans, elle ressort traumatisée de l'attentat qui a détruit l'appartement familial. Pendant sa scolarité, son nom déclenche régulièrement l'hostilité. Je suis vraiment très heureuse de m'appeler Mademoiselle Le Pen et de plus en plus. Attachée à son clan, elle adhère au FN en 86. Après des études de droit, elle devient avocate, mais sa carrière ne décolle pas. En 98, son père l'embauche donc au service juridique du FN. 2002, Le Pen est au second tour de la présidentielle. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen. Et sa fille s'affirme devant les caméras. Bon, il souffre beaucoup, monsieur Mélenchon notamment, hein, des critiques qui sont faites aux politiques. Et pourtant, qu'est-ce que vous les méritez? Moi? Parce que... Mais oui, bien sûr, votre Moi? parti. Mais qui allait celle-là? Tandis que son père favorise son ascension au sein du parti, elle développe son ancrage dans la France périphérique. Marine Le Pen fait donc ses classes de campagne électorale en assumant le surnom qu'elle se donne, le clone de son père. Désespérément, j'essaie de trouver les sujets
où je suis pas d'accord avec lui. Mais j'arrive pas à en trouver, je veux bien réussir. À Hénin-Beaumont, elle se présente aux législatives de 2007, puis au municipal avec Steve Briouat en 2008, puis au régional de 2010. 2011, elle succède à son père à la tête du FN. Marine Le Pen est élue présidente du Front National. Sauf qu'en 2012, à la présidentielle, elle n'atteint pas le second tour. Ça n'empêche pas le FN de devenir le premier parti de France aux européennes de 2014. Le peuple souverain a clamé qu'il voulait reprendre en main les rênes de son destin. Son bras droit, Florian Philippot, gagne en influence. Un message aux abonnés. Mettez des pouces bleus. Résultat, en 2015, Jean-Marie Le Pen est exclu du FN. Jeanne, au secours! Pour avoir répété que selon lui, les chambres à gaz sont un détail de la guerre. 2017, Macron la devance au premier tour de la présidentielle, puis la domine lors du débat. Votre stratégie, c'est simplement de dire beaucoup de mensonges et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous ne proposez rien. Après cet échec, Philippot quitte le parti. En revanche, sa nièce Marion Maréchal prend de l'importance en défendant la ligne identitaire. Oui, n'en déplaise à certains, la France est une terre aux racines chrétiennes, de droit romain et de philosophie grecque. 2018. Depuis le 18 juin, Marine s'appelle toujours Le Pen, mais son parti s'est rebaptisé le Rassemblement National. Vive le Rassemblement National, vive la France! Macron est au fond du trou, les gilets jaunes sont dans la rue, et l'année prochaine, c'est les européennes. Alors, qui peut encore penser que Marine Le Pen est finie? Voilà. Est-ce que vous avez un commentaire sur ce magnéto? Non, c'est une manière un peu orientée de présenter les choses, mais c'est pas... Orientée? Oui, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La vie des mouvements politiques, c'est comme la vie des hommes et des femmes. Vous savez, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bagarres, il y a des réunions, il y a des transformations. Voilà, ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Un mouvement, c'est un outil, hein, c'est pas une fin en soi. Et tout de suite, on passe à la grande interview de la semaine. C'est l'Hardiview. Alors, ce que je voudrais dire à nos amis téléspectateurs, c'est que cette interview est enregistrée jeudi après-midi, premièrement, et que deuxièmement, ce n'est pas un débat contradictoire entre Marine Le Pen et moi, mais juste une interview, voilà, que ça soit clair. Alors Marine Le Pen, il y a un an, vous étiez finie, et aujourd'hui, vous apparaissez comme la grande gagnante de la colère des Gilets jaunes. J'imagine que même vous, vous ne pensiez pas que vous reviendriez au top aussi vite. Bah, j'ai jamais vraiment cru ce que les journalistes disaient, ça n'a pas trop changé, et en l'occurrence, je pense que les analyses étaient erronées. Une des raisons du succès du Rassemblement National et du Front National avant lui, c'est juste d'avoir été toujours totalement connecté aux problématiques qui sont celles du peuple français. On les a portées un peu envers et contre tous, il faut quand même le dire, souvent sous les insultes, parfois sous l'ironie de nos adversaires et des analystes politiques. Aujourd'hui, le peuple fait ce... qu'on attendait de lui, il se réinvite en réalité, comme je l'avais annoncé, à la table du pouvoir. Il vient, il a tapé à la porte, on ne lui a pas ouvert, il l'enfonce un petit peu à la Mélenchon, si vous voulez, ouvrez-moi cette porte, et aujourd'hui, il vient et il est autour de la table et il vient dire, ce pays est le nôtre, nous avons le droit d'être ce que nous sommes et nous avons le droit de décider pour nous-mêmes. C'est ça, je crois, le grand signal des Gilets jaunes. Alors l'avenir vous a donné raison, comme disait Laurent Fabius, peut-être pas les bonnes réponses, mais vous posez les bonnes questions. Vous n'en savez rien, on ne les a pas testés. Avant de parler de l'avenir, j'aimerais vous entendre sur les casseurs et Christophe Castaner. Quand on vous parle des casseurs, vous dites que vous êtes choqué parce que finalement, on parle de la violence des casseurs, mais on ne parle jamais de la violence qui amène les agriculteurs, les policiers à se suicider en masse. Oui, c'est vrai, parce que oui, j'ai le sentiment qu'il y a toujours une indignation sélective. Ça fait des années que l'on voit le nombre de suicides d'agriculteurs se démultiplier. C'est 1 tous les 3 jours, je crois. Ils se pendent dans leurs granges. Les policiers se suicident. Le peuple souffre le martyre avec une grande dignité. Et ça n'indigne personne, ça ne choque personne. Et puis, il y a des violences, il y a des voitures qui sont brûlées, et là, tout le monde, si vous voulez, considère que c'est inadmissible. Mais moi, je considère que ce que vit le peuple français au quotidien, c'est inadmissible. Et j'aimerais bien voir des responsables politiques, des journalistes, venir dire, mais enfin, on ne peut pas laisser le peuple français vivre ça. C'est une véritable honte, c'est un échec total. Ils devraient se flageller, nos responsables politiques, publiquement, en disant, on a... trahi le peuple, on a échoué. Non, non.
ils viennent sur les plateaux de télévision, quand ils viennent, pour parler en disant « Nous avons fait exactement ce qu'il fallait, et d'ailleurs, on va continuer, on ne changera pas de cap. » Alors, vous avez demandé la démission de Christophe Castaner. Avant lui, vous aviez demandé la démission de Guéant en 2011, de Cazeneuve en 2016, de Collomb en 2018. C'est une manie d'exiger la démission des ministres. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous archi nuls, quoi. Faut quand même le dire. Moi, je regarde les résultats des ministres de l'Intérieur. Je vois que la criminalité et la délinquance n'a jamais cessé, qu'elle augmente d'année en année, que absolument rien n'est fait pour régler le problème, que dans les banlieues, notamment, les gens qui y vivent un cauchemar, vivent le martyre. Là encore, personne ne s'intéresse de savoir comment vivent ceux qui sont obligés de montrer leur carte d'identité pour rentrer dans leur appartement parce que les mafias, les dealers de drogue sont en bas de l'immeuble, qui ont peur de laisser sortir leurs gamins parce que c'est le Far West. Voilà. Et donc ces gens-là qui ont réussi à obtenir 0 résultat, je pense que quand on obtient 0 résultat, il faut partir. Mais quand Collomb dit on vit côte à côte et on va finir par vivre face à face sur le parvis de Beauvau avant de quitter son ministère, ça doit vous satisfaire finalement. Mais ces types-là, ils ont toujours le courage quand ils partent. Quand ils sont en poste, ils ne font rien, et quand ils partent, on a l'impression qu'ils ont un éclair de lucidité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ils sont insincères. Ça veut dire qu'ils savent tout ça. Et c'est pour ça qu'ils sont impardonnables, M. Ardisson. Alors M. Collomb, il part en disant que ça va être la guerre civile. C'est-à-dire demain, en réalité, il y aura un conflit entre des Français. C'est énorme comme déclaration. Oui. Ça n'interpelle personne. En fait. Moi, j'ai fait une déclaration il y a quelques jours, 2 jours, à l'Assemblée nationale. Je leur ai dit, vous voyez là ce qui se passe, la crise sociale. Vous avez dégoupillé la Grenade. Eh bien, demain, ce sera la bombe à fragmentation de la délinquance et de la criminalité qui va vous sauter au visage. Parce que vous fermez les yeux sur une situation qui est un véritable cauchemar pour des millions de Français, qui participe à la désertification de nos campagnes, M. Ardisson. Parce que quand une pharmacie est cambriolée 2 fois, 3 fois, 4 fois de suite, ou un bar tabac, elle ferme. Et si elle ferme, le village meurt. Et donc, c'est un drame, pas seulement pour le village, mais pour tous les villages alentours. Et tout cela se déroule, encore une fois, dans l'indifférence générale. Vous accusez Christophe Castaner d'avoir laissé faire les casseurs pour effrayer le bourgeois. Vous pensez vraiment ça? Si c'est ça, c'est grave. Je pense que la première manifestation sur les Champs-Élysées, incontestablement, le gouvernement voulait des images. On aime bien les images, dans notre monde. Il voulait des images pour tenter de décrédibiliser le mouvement, d'expliquer qu'il s'agissait là de radicaux. D'ailleurs, il ne lui a pas fallu 1 heure pour venir m'accuser en réalité d'être responsable de la situation. Donc on voit bien quel était l'intérêt électoraliste qu'il avait à utiliser ces violences. Moyennant quoi, je suis obligé de le dire, mais ceux qui ont monté les barricades, c'était des gens qui avaient reçu des grenades lacrymogènes sur la tête pendant des heures. On a arrêté un certain nombre de casseurs et il s'avère que c'est souvent des gens qui n'ont pas de casier judiciaire, qui sont fraiseurs-tourneurs dans l'Isère ou plombiers dans l'Eure-et-Loire. On est d'accord. Oui, mais enfin, vous savez, en matière de maintien de l'ordre, il n'y a rien de plus simple que de rendre une foule furieuse. Vous prenez une manifestation de bonzes tibétains et vous leur envoyez 10 000 grenades lacrymogènes, il y a un moment donné où le bonze tibétain perd de sa sérénité. Dites-moi, les 3 boutons de la Ve République, c'est dissolution, virer le Premier ministre et référendum. Sur quel bouton pensez-vous que nous devions appuyer aujourd'hui? En réalité, ça n'a aucun intérêt de changer le Premier ministre, ni même les ministres. D'ailleurs, ils seront remplacés par d'autres technos qui parleront de la même manière, qui diront exactement la même chose. Bon. Moi, je pense qu'il n'y a que la dissolution qui pourrait, mais avec la proportionnelle, régler la crise politique que nous vivons. Parce que vous avez vu au fur et à mesure des jours, les revendications des Gilets jaunes sont très diverses. En fait, ça ressemble à quoi? À un projet législatif. Marine Le Pen, on entend beaucoup Macron démission dans les manifestations. On entend beaucoup moins Marine au pouvoir. Alors, on va étudier le problème. Vous avez un problème, je pense, de présidentialité. Oui, pour un certain nombre de raisons. D'abord, le poids du passé. Même si aujourd'hui vous évacuez ça d'un revers de la main, le FN a longtemps été considéré comme un parti d'extrême droite, antisémite, raciste, vous le savez. Les petites phrases de Jean-Marie Le Pen n'ont pas aidé. Heureusement, aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen est un détail de l'histoire du Front National. Mais pour échapper à ce poids du passé, vous avez tenté de dédiaboliser le parti.
donc, première entrave à votre présidentialité, le poids du passé. Est-ce que vous êtes consciente de ça? Non, mais sûrement un certain nombre de personnes ont commis des erreurs, ont sûrement renforcé une caricature, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai pris mes responsabilités en tant que présidente du Front National, puis maintenant en tant que présidente du Rassemblement National dans ce domaine. Mais j'aimerais quand même, monsieur Ardisson, que vous compreniez aussi que le système a toujours cherché aussi à nous disqualifier parce que nous étions des empêcheurs de tourner en rond. Et qu'aujourd'hui, regardez autour de vous, tous ceux qui disent « je suis contre l'immigration », juste le fait de dire « moi, je suis contre l'immigration », sont accusés immédiatement d'être d'extrême droite. Là, il y a un jeune mouvement qui est né en Espagne, s'appelle Vox. Oui. Il vient du Parti populaire espagnol. C'est une sorte de scission du Parti populaire espagnol. Ils disent « on est contre l'immigration », immédiatement, on leur colle l'étiquette extrême droite. Parce que cette étiquette extrême droite, elle empêche... Elle évite de travailler, vous voyez. Elle est tellement facile. On la prend, on la colle sur le front de quelqu'un, un peu comme sur le mur des cons du syndicat de la magistrature, et c'est fini, on est débarrassé. Mais on parle de votre problème de présidentialité. Le premier problème, c'est le poids du passé. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens, au moment d'aller mettre dans l'urne un bulletin Marine Le Pen, qui se diront quand même, voilà, ça craint. Mais enfin, écoutez, nous avons, depuis 30 ans, au pouvoir des gens qui ont tous eu leur chance, en quelque sorte, qui ont tous pu appliquer leur politique. Ouais. Les résultats ont été très mauvais. Alors évidemment, leur seul objectif pour pouvoir rester au pouvoir, c'est de tenter de discréditer le seul mouvement qui, lui, n'a jamais été en capacité d'être au pouvoir et n'a jamais pu faire ses preuves. Et c'est très important pour eux de nous empêcher de faire nos preuves. Pourquoi croyez-vous qu'au régional, ils se sont fait harakiri pour nous empêcher de gagner une région? Ouais. Ils se sont fait harakiri. Pourquoi? Parce que si nous avions gagné la région, nous aurions pu faire la preuve de notre politique. Comme nous avons fait la preuve de notre politique dans les mairies que nous avons gagnées. Et ça, pour eux, c'est insupportable. Parce que c'est la dernière, cette espèce de fantasme que nous ne pourrions pas gouverner, c'est la dernière digue qu'il y a entre nous et le pouvoir. En termes de présidentialité, donc on a vu le poids du passé, il y a l'économie. Lors de la dernière élection présidentielle, vous avez parlé d'économie, vous avez donné vraiment l'impression d'une usine à gaz, quand vous avez parlé de monnaie nationale, de monnaie commune, de Frexit ou pas Frexit. Est-ce que vraiment vous êtes armé sur le plan économique? Moi, j'avais fait 144 propositions pendant la présidentielle, dans lesquelles il y avait des propositions que je retrouve d'ailleurs beaucoup dans les revendications qui sont celles des Gilets jaunes, y compris pour les entreprises, etc. Bon, il ne faut pas se faire une opinion en fonction de ce que disent aussi des journalistes qui, pour beaucoup, enfin, ils s'en cachent à peine, sont des adversaires politiques. Ils ont le droit de l'être, hein, mais ils sont des adversaires politiques de notre projet. Bon. Moi, je suis convaincu, vous m'entendez, que nous allons arriver au pouvoir. Et non seulement je suis convaincu que nous allons arriver au pouvoir, mais je suis convaincu que compte tenu de la diabolisation qui a été faite de nous, quand nous appliquerons le projet qui est le nôtre, eh bien les gens se diront mais bon sang, qu'est-ce que c'est bien. Je ne savais pas que en réalité c'était ça qu'ils souhaitaient faire. Est-ce que l'exemple de Salvini vous donne cette confiance? Bien sûr, parce que lui ça a été pareil. On a dit de lui exactement ce que l'on dit de moi. Ils étaient incompétents, ils étaient incapables, ils étaient extrémistes, enfin j'en passais des meilleurs. 60% d'opinion favorable pour Salvini. Voilà. Et ils appliquent leur programme. Et le peuple qui les a élus est très content. Alors, autre problème sur votre présidentialité, le débat du deuxième tour. Vous ne pouvez pas échapper à des questions sur le débat du deuxième tour. On a parlé de crise d'hystérie à quelques heures du débat parce que... Non, attendez, laissez-moi vous dire... Moi, après, vous me direz. Il paraît, j'en sais rien, j'étais pas dans votre entourage, qu'en fait, vous avez regretté que vos amis politiques, les gens de votre parti, prennent la parole toute la journée avant que vous interveniez le soir en face de Emmanuel Macron, que vos fiches vous ont été livrées à la mi-journée, que vous étiez super énervé. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, vous aviez pris des médicaments, vous étiez... Non mais, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Parce qu'encore une fois, le jour où les gens vont mettre le bulletin dans l'urne, ils vont se dire quand même, le soir du débat, elle n'était pas terrible, Marine Le Pen. Non mais il s'est passé rien de tout ça. Voilà. Expliquez-moi. Il s'est passé que nous étions en fin de campagne, que nous n'avions pas peut-être l'expérience d'un second tour à la présidentielle. En tout cas, si nous avions l'expérience d'un second tour, en 2002, nous n'avions pas l'expérience d'un débat, puisqu'en réalité, il n'y avait pas eu de débat. Vous vous en souvenez, entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Que l'agenda a été surchargé dans les jours qui précédaient, alors que c'est vrai, Emmanuel Macron, lui, avait totalement vidé son agenda, que toutes les choses ont été faites au dernier moment, que j'étais, moi, très fatigué en fin de campagne, ce qui est d'ailleurs compréhensible, et que la stratégie que nous avons choisie n'était pas la bonne. Mais
avec un peu de recul, moi, sur la forme, je peux tout entendre. Mais objectivement, sur le fond, tout ce que j'ai pu dire pendant ces 3 heures de débat, mais c'est révélé parfaitement exact. Vous avez dit vous-même, j'ai raté un rendez-vous important avec les Français. C'est vrai. On est d'accord? Oui. Mais vous savez, quand on est un homme ou une femme politique, il n'y a rien de pire que de penser qu'on a toujours raison. Ouais. Et qu'on ne peut jamais commettre d'erreur. C'est un peu la maladie qui frappe notre président de la République. Lui, il a toujours raison, quoi qu'il arrive, contre tout le monde, y compris contre son propre peuple. Alors, résultat, 33,9% des voix, ce qui vous donne 8 députés. Aujourd'hui, vous n'êtes plus que 6. C'est pas très démocratique quand on fait 33,9% des voix d'avoir 8 députés. Tout le monde est d'accord avec ça. Oui, mais c'est un problème de fond, M. Hardy, c'est au-delà de ça. Ça fait longtemps que ça dure, mais ça participe de la colère qui aujourd'hui s'exprime. S'il y avait eu 150 députés du Rassemblement national, 80 députés de la France insoumise, c'est à peu près ça à la proportionnelle. Tout à fait évidemment, le débat sur l'augmentation de la taxe carbone aurait été un débat national. Bien sûr. Et peut-être même d'ailleurs, ces taxes n'auraient pas été votées. Ça veut dire que le consentement à l'impôt, qui est le fondement de notre pacte républicain, eh bien, il n'existe pas parce que l'illusion de la majorité au sein de l'Assemblée nationale n'est qu'une illusion. Parlons de la proportionnelle. Parce que la proportionnelle, vous connaissez les inconvénients de la proportionnelle. C'est-à-dire qu'on va avoir 18 partis. Il faut bosser. On va avoir des alliances entre... C'est Israël. Non, c'est pas vrai. Bah si, en Israël, c'est un bordel noir parce qu'il y a plein de petits partis qui s'associent en fonction des événements. Et finalement, c'est très difficile à gouverner. Si le général de Gaulle avait institué ça, c'est pour avoir des blocs majoritaires pour pouvoir avancer. Oui, mais en l'occurrence, si vous voulez, la vie politique française aujourd'hui n'est plus la vie politique de l'époque. On peut très bien considérer qu'il y a un seuil en dessous duquel vous n'avez pas de représentation. Ça existe dans toutes les élections. En dessous de 5%, bon, ben, vous n'êtes pas représenté. Vous pouvez même mettre en place une prime à la liste arrivée en tête. Mais au moins dans l'Assemblée, tous les Français sont représentés. Et ça les ramènerait aux urnes. Parce qu'il n'y a rien de pire que de dire aux Français, venez, mettez un bout de papier dans une boîte en plastique et ça ne donnera rien, vous n'aurez pas de représentants. Personne ne va voter, de toute façon. Mais à cause de ça. Alors, ce qu'il faut reconnaître quand même, c'est qu'avec les gilets jaunes, les Arabes, ça leur fait des vacances. Parce que tout le monde s'occupe des gilets jaunes, plus personne nous parle de l'immigration, des méchants Arabes qui vont nous manger tout cru. C'est pas mal pour eux. Oui, enfin, moi je ne vois pas les choses comme ça. Et en l'occurrence, je pense que le problème là aujourd'hui, c'est aussi le problème de l'immigration. Évidemment. Je suis obligé de le dire. Il est évident que quand on accueille 400 000 personnes par an, ben, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les soigner, il faut les éduquer, et que tout ça, c'est pris en charge sur les budgets de la nation, dont on nous explique par ailleurs qu'ils sont en déficit, qu'il faut faire des économies, etc. Emmanuel Macron s'apprête à aller voter lundi un texte qui s'appelle le Pacte de Marrakech, qui est un texte de l'ONU, qui vise à transformer le droit à migrer en droit de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus s'opposer ni mettre en place la moindre politique qui vise à limiter l'immigration. Ça pose un énorme problème. Pacte mondial sur l'immigration de l'ONU, donc pour mieux gérer les flux migratoires. Vous dites, c'est la disparition du concept de clandestinité. Mais oui. Mais est-ce que c'est pas mieux finalement de reconnaître qu'il y a une immigration? Stephen Smith, qui bossait à Libération, qu'on ne peut pas accuser d'être un mec d'extrême droite, a dit... Maintenant qu'il a dit non, mais il a dit ça. Il a dit que, compte tenu de la démographie en Afrique, il fallait s'attendre jusqu'à ce que l'Afrique arrive à un certain niveau de développement, à voir arriver des tas d'Africains sur le sol français. Donc je veux dire, là-dessus, c'est le sens de l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que compte tenu de la démographie qui existe en Afrique aujourd'hui, si les pays européens ne mettent pas en place des mesures pour réguler drastiquement l'immigration et en même temps, ce que nous proposons d'ailleurs, mettre en place une coopération avec l'Afrique pour permettre à l'Afrique de se développer, pour que chacun puisse rester dans le pays où il est né, parce que je pense qu'au fond, sauf quelques Personne aventuriers... n'a envie de s'exiler, on est d'accord. Voilà, quelques aventuriers, tout le monde a envie de vivre là où il est né, a envie d'y élever ses enfants et a envie d'y être inhumé le jour où il meurt. Quand on crève de faim, au Mali, au Soudan, en Guinée, au Sénégal,
qu'est-ce qu'on fait? On va en France pour pouvoir envoyer de l'argent à sa famille. Qu'est-ce que vous feriez? Alors justement, si vous étiez une enfant du Sénégal, ben vous feriez la même chose. Non, mais d'abord, permettez-moi de vous dire que l'immigration que nous recevons est une immigration mondiale et que tous les gens qui viennent ne meurent pas de faim. En revanche, ce qui est sûr, et c'est humain, ils se disent qu'ils vivront mieux dans notre pays, y compris même s'ils n'ont pas d'emploi, que chez eux, y compris même s'ils travaillent. Voilà. Bon, oui, non mais d'accord, mais il n'en demeure pas moins que tout ceci m'oblige à dire que moi, je suis responsable du peuple français. Et que le peuple français, il n'a pas les moyens d'accueillir toute la misère du monde. Il n'a pas les moyens d'accueillir des millions d'Africains qui souhaitent venir parce que c'est plus facile et plus simple pour eux. Alors justement, qu'est-ce que vous faites des citoyens français d'origine arabo-musulmane qui vivent dans les territoires perdus de la République, où la police ne peut pas rentrer? Voilà, vous êtes au pouvoir demain matin, qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là? Ils sont français. Vous ne pouvez pas les renvoyer en Algérie, au Maroc, ça. Ils sont français comme vous et moi. Il n'en a absolument jamais été question. Voilà, bon. Alors d'abord, je vais arrêter d'aggraver la situation. Parce qu'encore une fois, ces 400 000 personnes qui arrivent chaque année, ils se retrouvent aussi dans les cul-de-sac des banlieues. Ouais. Et ils viennent aggraver la situation. Bon. Et puis, il faut rétablir l'ordre républicain dans les banlieues. Mais comment vous faites? Comment on fait? Mais oui, comment on fait? Parce que quand dire... les flics arrivent dans ces quartiers-là, on leur jette des machines à laver sur la tête. Mais pourquoi? Mais comment vous faites? Mais pourquoi? Mais parce que ça a été le laxisme total à l'égard de ce type de comportement pendant des années. Mais parce que ceux qui jettent la machine à laver, ils ne sont pas poursuivis devant les tribunaux, parce qu'ils ne vont pas en prison, parce que ceux qui sont étrangers, par exemple, et qui viennent sur notre sol et y commettre des délits et des crimes, eh bien, ils restent sur notre territoire. Et d'ailleurs, on les prend en charge. C'est-à-dire qu'on leur paye l'aide médicale d'État quand ils sont clandestins, etc. Alors, vous envoyez l'armée... Attendez, non, pas l'armée. Non, mais parlons de choses concrètes. Mais on n'a pas besoin d'envoyer l'armée. La police et la gendarmerie ont parfaitement les compétences pour régler les problèmes. Donc, il faut aller chercher les caches d'armes. Barre d'immeuble par barre d'immeuble. Exactement. D'accord. Il faut aller chercher les caches d'armes qui sont dans les caves. Il faut renvoyer tous ceux qui sont étrangers et qui commettent des délits et qui entraînent les autres et qui font peur aux autres et qui font une pression sur les autres. Très bien. Salvini en Italie, Orban en Hongrie, Trump aux USA, Bolsonaro au Brésil. J'imagine que ça vous met du baume au cœur. Ne pensez-vous pas qu'en ce qui vous concerne en France, il y aura toujours un plafond de verre, finalement? Non, je ne crois pas. Encore une fois, on nous avait dit aussi qu'il y avait un plafond de verre pour faire élire des députés aux majoritaires à 2 tours, et puis en réalité, on a fait élire des députés. Bon, malgré tout. En réalité, on monte les marches de l'escalier. Alors on nous dit, mais comment vous ne les montez pas 5 à 5? Bah non, on les monte 4 à 4. Mais on n'arrive pas, on n'a pas les jambes assez grandes pour les monter 5 à 5, on y arrivera. On y arrivera. J'avais dit il y a 5 ans, nous serons au pouvoir dans les 10 ans. Il nous reste 5 ans. Sur l'ensemble des propositions qui sont les nôtres, les Français sont majoritairement d'accord. Sur notre politique d'immigration, ils sont d'accord. Sur le modèle économique qu'on veut mettre en place, ils sont d'accord. Sur le fait d'aider les TPE, PME et d'arrêter d'aider les grands groupes, ils sont d'accord. Sur le fait de réaménager le territoire national pour arrêter cette désertification des campagnes, ils sont d'accord. Ils sont d'accord sur cela. Il y a une dernière chose là, j'en parle à ma femme. J'y repense. C'est la question Colombo. Marine Le Pen, si votre nièce Marion Maréchal Le Pen était la mieux placée pour conduire le Rassemblement national aux prochaines présidentielles, est-ce que vous vous effaceriez? Mais bien entendu, elle ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. Moi, je suis tout à fait respectueuse de la démocratie. Donc si demain, le Rassemblement national se choisit un autre dirigeant et donc un autre candidat à la présidentielle, ça ne me pose aucun problème. Moi, ce qui m'importe, c'est que nos idées arrivent au pouvoir parce que je pense qu'elles sont bénéfiques pour la France et les Français. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.